Bonsoir et bienvenue dans la 93e, le talk show franco-suisse du football européen. On se retrouve le 6 décembre, 2 jours avant que la commission de discipline se réunisse pour statuer sur le match entre l'Olympique lyonnais et l'Olympique de Marseille. Trêve de plaisanterie, on se retrouve comme tous les lundis, mais pas avec la même équipe. Et cette fois, on a l'honneur d'avoir avec nous Arnaud, qui nous avait énormément manqué. Arnaud, merci d'être là. Comment vas-tu? Écoute, je vais bien. À part physiquement, je me suis un peu blessé, comme vous savez. Mais sinon, à part ça, ça va. Ça va. C'est bientôt les fêtes, c'est cool. Et puis juste petit souci avec le Paris Saint-Germain, mais je pense qu'on va réussir à en parler d'ici quelques minutes. C'est peut-être pour ça que je suis là. On Comme en d'habitude, parlera. vous m'invitez toujours quand c'est la galère, quand il faut les défoncer. Donc je serai là pour les défoncer, il n'y a pas de souci. On en parlera effectivement du Paris Saint-Germain et du match face au RC Lens ce week-end. Et on parlera aussi de Ligue des Champions, bien entendu. En tout cas, merci Arnaud de participer encore une fois et de prendre un peu de temps pour venir parler dans la 93e. Et Avec l'homme plaisir. que l'on ne présente plus maintenant, vêtu d'un t-shirt noir et d'une casquette noire, si vous ne le voyez pas, si vous écoutez en podcast. Un petit peu de rouge, Un bizarrement. petit peu Ouais. de rouge, rouge et noir, on se demande pourquoi. L'inimitable Mehdi Drift. Mehdi, comment vas-tu? Ciao les gars, ça va bien. Écoute, ça va super bien. Je suis très très content de vous retrouver, très content qu'Arnaud soit là. Ça me fait vraiment plaisir. Et puis voilà, ça a été un super week-end de foot, en particulier un samedi, comme il y a les Ligue des Champions, tous les gros clubs ont joué le samedi un peu partout en Mhm. Europe. Et franchement, j'ai passé un samedi fantastique. C'était vraiment génial. Donc C'est voilà, vrai. top. C'est vrai, Mehdi a 24 heures, moins de 24 heures même, de partir dans une des plus belles villes d'Europe, Milan, bien entendu, pour Ouais, c'est clair. un match Ligue des À Champions. cette heure-là, je serai à San Siro avec Kaiser Kopex qui est pas là ce soir et puis John qui est déjà venu nous rendre visite dans la 93e. Donc ouais, on part demain matin. On va faire Milan sous toutes ses coutures et particulièrement footballistiquement. J'espère que ça va bien se passer. En tous les cas, c'est sûr, on va avoir un beau match après. Après, on gagne, on perd, on verra. C'est pas grave ça. Finale un peu pour l'AC Milan quand même dans ce dernier match de poule face à Liverpool, pardon. Et on en parlera bien entendu en deuxième partie d'émission. Avant de commencer ce tour d'Europe, ce tour des 5 grands championnats, est-ce que ça vous dit, messieurs, qu'on débriefe très 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 rapidement le Ballon d'Or parce qu'on a fait une édition spéciale la semaine dernière. On en avait parlé, on n'a pas vu le résultat en direct, on l'a eu quelques minutes après. Et Arnaud, c'est très bien que tu sois là. Vous Mhm. le savez maintenant, ça fait une semaine qu'il y a les résultats. Effectivement, Lionel Messi a remporté son 7e ballon d'or. Ça avait été un peu spoilé sur les réseaux sociaux. Ça avait été spoilé aussi grâce ou à cause de sa veste. Parce qu'on sait que quand il a une veste, bien entendu, à paillettes, généralement, c'est signe de ballon d'or. Qu'est-ce que vous pensez, Arnaud, toi? Qu'est-ce que tu en penses de ce ballon d'or? Est-ce que tu trouves ça normal, mérité? Dans les commentaires, il y a Joël qui nous dit ballon d'or Jojo, complètement il est mérité. on fire. Mais là, depuis tout à Mhm. l'heure, lui, il vit sa meilleure vie en ce moment. Avec l'Atalanta qui cartonne tout et Messi qui a gagné son 7e ballon d'or, là, à l'heure actuelle, footballistiquement, il est taquet. C'est un truc de Arnaud, fou. est-ce que tu comprends cette décision Ouais, on d'offrir avait eu le ballon d'or l'info, on à avait eu Messi? l'info, je crois, 24 ou 48 heures avant, par le biais de Patrice Evra, qui avait reçu l'info, je ne sais pas comment, probablement, il devait être proche d'un des finalistes, donc il avait félicité tout le monde. Moi, j'ai été un petit peu choqué des réactions par rapport à Léo Messi. Euh, comme j'ai trouvé les réactions très exacerbées, alors que en soi, le choix de Lionel Messi, c'est pas un scandale en fait que Lionel Messi ait gagné le Ballon d'Or en ayant gagné tout seul la Copa América en étant le meilleur buteur et le meilleur passeur, en ayant fait une saison plutôt correcte en Liga avec plus d'une trentaine de buts et en finissant meilleur passeur. Donc moi, ça m'a pas choqué. Après, c'est vrai qu'il y avait d'autres personnes qui auraient pu le gagner. Moi, j'aurais bien aimé que ce soit je sais pas, un joueur qui ait gagné l'Euro. Je pense que ça aurait été cool, mais bon, ça s'est pas fait. Mais je trouve pas que ce soit un scandale que ce soit les Messi qui gagnent là.
Ok, pas de scandale pour Arnaud. Mehdi, est-ce que tu as quelque chose à répondre, Arnaud? Est-ce que selon toi, ta vision a un peu évolué ou tu restes pareil? Bah, c'est pas un scandale en ce sens que moi personnellement j'avais annoncé mon podium en disant que c'était Lewandowski, Jorginho dans un ordre ou dans l'autre et Messi en troisième position. Donc le podium, Messi, il était dessus clairement parce qu'il avait des statistiques quand les gens, par exemple, je vais penser à Liaz, mais quand les gens me disaient que Benzema devait Benzema, être par exemple? sur Ouais. le podium, bah, Benzema, il joue dans le même championnat que Léo Messi, faut pas l'oublier. Et comme disait Arnaud, bah, il a terminé Léo Messi meilleur buteur, meilleur passeur. Donc clairement, et en plus, il a gagné une compétition continentale, chose que Benzema n'avait pas gagné. Donc très clairement, déjà, enfin, je veux dire, il était normal qu'il soit Mhm. sur le podium. Après, personnellement, j'aurais préféré un ballon d'or à la Modric, c'est-à-dire un Jorginho. Jorginho? Ouais, Jorginho, pourquoi? Parce que je trouve que bah, il a tout gagné, que c'est le métronome du milieu de terrain et de l'Italie de Chelsea. Alors c'est pas le joueur le plus flamboyant, mais c'est vraiment le métronome, le maître à jouer de ces deux équipes. Donc clairement, moi j'aime ce type de joueurs, besogneux, des joueurs de l'ombre, etc. Donc oui, j'aurais bien aimé que ce soit Jorginho ou Lewandowski pour l'ensemble de son œuvre sur les 2 années en fait, parce que Ouais, ouais. Lewandowski finalement cette année, il gagne que la Bundesliga. Alors, il bat le record de Gerd Müller, oui, soit, mais il ne gagne que la Bundesliga. Ils font pas une, enfin voilà, bah, ils Ils se se font font sortir éliminer en ouais, quart de en finale Ligue par le des Paris Saint-Germain. Champions. Avec la Pologne, il fait un très mauvais Euro, très clairement, et lui et l'équipe hein, en général. Donc c'est Mhm. aussi ça qui a pesé dans la balance. Mais c'est vrai que si on avait dû se rappeler de l'année dernière, où très clairement il devait avoir le Ballon d'Or, et je comprends toujours pas pourquoi France Football a annulé le Ballon d'Or. Hein, très clairement, je sais pas. Enfin, voilà. Mais voilà, j'aurais peut-être sur l'ensemble des 2 années donné à Lewandowski, sur l'année en cours donné à Jorginho, mais pour moi Messi devrait être troisième quoi qu'il arrive. Mhm. Ok. Voilà. Donc c'est pas scandaleux, mais c'est pas scandaleux parce que faut pas oublier le Ballon d'Or, c'est un peu comme le All-Star Game en NBA, c'est un concours de popularité. Mhm. Et très clairement, je ne sais pas si vous Exactement. avez vu sur les réseaux les votes des journalistes. Il y a Saint-Kitts et Nevis, par exemple, qui Ouais, votent. bien Il y sûr. a, je sais pas, il y a plein de pays comme ça qui ont une vision du football. Je dis Qui est pas que c'est différente. parce que c'est un petit pays, ils y connaissent rien, hein, c'est pas ça. Ils ont une vision du football différente de la nôtre. C'est vrai que il y a des commentaires des fois où les mecs répondent, mais il est bloqué en 2015. Effectivement, parce que pour eux, les meilleurs joueurs du monde, c'est encore Ça Neymar, reste, ouais. Suarez, Messi et, Ronaldo. Ronaldo et des joueurs comme ça. En fait, si tu veux, en 2021, je ne sais pas ce qu'ils regardent à la Mm. télé, mais en fait, ils n'ont pas. En tous les cas, ils n'ont pas la même perception que nous. Je ne vais pas juger leur vision. Ils font ce qu'ils veulent. C'est le décalage Mais c'est horaire qui clair fait ça, je que. pense qu'ils sont encore en Ouais, non, 2015. mais je sais pas. Mais c'est et je dis Saint-Kitts et Nevis, mais j'en ai vu des dizaines et des dizaines des votes. Hein. Bien sûr, bien Il y a sûr, eu bien des sûr. leaks, il y a eu des threads entiers de votes où tu regardes les votes et t'hallucines. Hein. Mais Mhm. vraiment, hein, Bien c'est sûr. complètement ouf. Donc voilà, donc oui, Donc, c'est un peu normal. Messi, il ressort quasi dans tous les votes en fait, bien sûr. même dans les pays un peu qui ont une vision bizarre. Et d'ailleurs, si vous Mm. prenez que les votes européens, à savoir que Karim Benzema termine cinquième, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Donc Mm. vraiment, on n'est pas du tout, puisqu'on parlait beaucoup de Karim Benzema, on Ouais, était loin et oui, d'un ballon d'or quand même pour Karim Benzema, carrément. mais plutôt de Jorginho, donc pour Mehdi, homme de l'ombre et homme de Londres aussi. Petit jeu de mots, l'homme de Oh Chelsea. là 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 On là. commence bien, on commence Tu sais que bien. toutes les chaînes nous l'envient, hein. Oui, Toutes c'est les vrai, chaînes nous l'envient, bien Arnaud. sûr. Et oui. Mais je reste fidèle à un troisième, bien entendu. Messieurs, commençons ce tour d'Europe. Dans les commentaires, il y a Eric qui nous dit l'équipe du moment, c'est Strasbourg. Donc je vous propose de partir directement sur la Ligue 1. On va parler du Paris Saint-Germain, bien sûr, juste après avec Arnaud. Parlons des autres résultats. Effectivement, Strasbourg qui cartonne actuellement et qui a battu Nice à Nice 3 buts à 0. Mm. Assez incroyable. Mehdi, vas-y. Mehdi, il a une petite blague.
Ah bah oui, parce qu'une petite pensée pour Marc qui nous a envoyé une jolie photo, photo de la loge dans laquelle il allait regarder Nice-Strasbourg. Et bon, bah finalement, voilà. Bon, j'espère que c'était bon ce qu'il a mangé dans la loge parce que le match, il devait être indigeste. Moi, j'ai trouvé ça super cool quand même de se faire fesser dans une loge. C'est quand même vachement cool. Absolument, c'est ça. Au moins, voilà. Effectivement. Non, mais c'est vrai, mal. Strasbourg qui a un jeu très plaisant à voir pour la Ligue 1. Ça fait plaisir d'avoir des équipes comme celle-là. Il y a Brest aussi, pour l'avoir vécu en direct samedi. Brest est quand même une belle équipe qu'on sous-estime, et je pense que c'est ce qui s'est passé aussi pour les joueurs marseillais lors de la réception samedi. Et à noter aussi, et je pense qu'on va en parler parce que dans les commentaires il y a Ludo justement qui nous donne une info, l'AS Saint-Etienne dernier au classement, qui prend une gifle 5-0 dans un stade qui était à moitié vide, à moitié rempli comme vous le souhaitez. 5-0 avec un triplé de l'ancien Lyonnais Martin Terrier, dont un bijou, je crois que c'est le deuxième ou troisième but, frappant en pleine lucarne. Claude Puel a été mis à pied. Limogé ou mis à pied? La dernière fois, je crois qu'il a été limogé. Donc, il est limogé. Et donc l'info du jour, c'est Pascal Duprat qui rentre en contact avec les Verts. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose, sachant que Pascal Duprat, on s'en souvient, avec Toulouse, avait fait une opération remontada au classement et il avait réussi pour sauver le TFC. Qu'en pensez-vous, Arnaud, toi qui suis la Ligue 1, Duprat côté Saint-Etienne? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est une excellente mauvaise idée. C'est-à-dire que Pascal Duprat, pour essayer de galvaniser les troupes pendant quelques mois, ça va être très très bien. Et puis après, ça va être une catastrophe, une purée de football pendant plusieurs mois. Et puis il va se faire limoger comme à chaque fois. Et puis il va finir consultant sur Canal+, comme d'habitude. Je veux dire, il y a un manque d'idées dans les clubs de Ligue 1 pour le recrutement des entraîneurs qui est assez flagrant. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de recycler des anciens entraîneurs qui passent ensuite consultants, qui redeviennent entraîneurs, etc., etc. Pour certains, ça fonctionne. Pour la plupart, ça ne fonctionne pas. Le jeu de Saint-Etienne, c'est une catastrophe. Je veux dire, le plus gros problème de Saint-Etienne, c'est d'essayer au maximum de pouvoir se sauver pour qu'ils puissent vendre le club le plus cher possible. Parce qu'on le sait que si le club il part en Ligue 2, ben, ce sera beaucoup plus facile de pouvoir le... Enfin, difficile et plus facile, c'est-à-dire plus difficile de trouver un acquéreur à un prix intéressant, mais plus facile de le vendre parce que tu le vendras moins cher. Et je pense qu'en ayant discuté avec des personnes et puis en ayant vu sur Twitter pas mal d'informations, je pense qu'il y a beaucoup de supporters de l'AS Saint-Etienne qui souhaiteraient peut-être que le club aille en Ligue 2, qu'il se restructure. Et pour tout reconstruire, pour repartir sur de bonnes bases et essayer justement de pouvoir avancer. Parce qu'il faut se le dire, c'est quand même un des clubs les plus titrés, si ce n'est le club le plus titré en Ligue 1 avec l'Olympique de Marseille. Donc, moi, je veux dire, en tant que fan de football et en enlevant le côté supporter, moi, ça me fait quand même, ça me fait chier quand même qu'une équipe comme ça soit aussi mal classée. Effectivement. Et pourtant, je te laisse la parole, Mehdi, juste après. Pourtant, quand tu regardes l'effectif, cet effectif-là et cette équipe-là n'a rien à faire 20e au classement. Mehdi ? Surtout au niveau de la qualité de jeu, hein. C'est pas si affreux que ça, en fait. Honnêtement, c'est pas monstrueux ce que fait Saint-Etienne. Le truc, c'est que en plus, il y a, et comme disait Arnaud, c'est vrai, le gros souci, c'est vrai que si tu arrivais à faire signer juste 6 mois Duprat, je pense qu'effectivement, son discours un peu binaire en gros, il faut les poser sur la table et puis on va s'en sortir. Exact. Bon, pourquoi pas, d'accord. Le problème, c'est que le droit du travail en France t'oblige à le faire signer pour 2 saisons. Ou en l'occurrence, là, c'est 1 an et demi. Mais sinon, c'est 2 ans minimum quand tu signes un contrat avec un entraîneur. Et là, donc, comme c'est en cours de saison, ce sera 1 an et 6 mois. Donc, ça veut dire que derrière, tu te le traînes pendant 1 an. Ouais. Donc, c'est compliqué. Et donc, c'est vrai que je ne dis pas à court terme. Après, il faut imaginer le truc. Je trouve que c'est un bon choix. Pourquoi ? Parce que, comme on l'a dit, pour faire une mission maintien, Duprat, c'est le bon truc. Mission sauvetage.
Voilà, mission sauvetage. Et les trois ou quatre dossiers qui sont sur le rachat des Verts, il y a le russe, il y a la société d'investissement russe, il y a un fonds d'investissement américain, il y a deux autres dossiers. Tous ces gens-là n'ont pas fait d'offre pour l'instant parce qu'ils ne veulent pas racheter Saint-Etienne en Ligue 2. Alors toi, tu fais quoi? Tu prends Duprat, tu te maintiens en Ligue 1, tu vends le club et après, ils se démerdent avec Duprat. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu n'es plus propriétaire, en fait. Donc, c'est pas grave. Donc, finalement, je trouve que c'est plutôt un bon move des deux rigolos, là, les deux présidents. D'ailleurs, je ne sais pas si Jérémy est là dans le chat. Bon, peut-être pas, mais s'il est là, j'aimerais bien avoir son avis. Mais c'est vrai qu'effectivement, je pense que c'est plutôt un bon move. Et ensuite, une fois que c'est racheté, je pense que le nouvel investisseur va licencier Duprat, va lui payer ce qu'il lui doit et va arriver avec un nouveau coach, en fait. Ouais. Donc, voilà. Donc finalement, c'est pas plus mal, à condition que ça marche. Parce que sinon, tu tapes Duprat en Ligue 2. Et là, c'est pas drôle. Et là, c'est un peu plus compliqué. Avant l'arrivée de Pascal Duprat, qui est une hypothèse, bien entendu, rien n'est fait, on a, comme bien souvent, Julien Sablé qui va assurer l'intérim. C'était le cas il y a 4 ans lorsque Oscar Garcia s'était fait limoger, ou avait démissionné plutôt. Avant que Jean-Louis Gasset arrive pour la SSE, donc affaire à suivre pour les Verts. Arnaud? Ce qu'il faut juste un petit point par rapport à l'AS Saint-Etienne, c'est-à-dire qu'ils sont tellement en galère financièrement qu'ils n'ont pas licencié encore le staff actuellement de Claude Puel. Donc ils ont dû garder l'ensemble du staff. Donc c'est pour leur dire. Donc si il y a des gens qui regardent ce podcast et qui sont supporters de l'AS Saint-Etienne et qui pensent que cet hiver ils vont réussir à recruter du monde ou qu'il va avoir de grandes idées, malheureusement je pense qu'ils risquent d'être très 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 déçus. Ouais, ça risque d'être effectivement très compliqué pour les Verts. C'est assez rare ça, hein. C'est rare qu'il y ait un licenciement. C'est assez rare qu'il y ait un licenciement d'un entraîneur et que le staff ne parte pas. Normalement, de mémoire, j'ai pas de souvenir que c'était déjà passé. Ouais, et puis donc ça veut dire que Duprat potentiellement, parce que je crois qu'il y a aussi, comment il s'appelle? Brison. Guillon, absolument. Guillon, ça veut dire que l'un ou l'autre travaillera avec le staff de Puel, ce qui va être marrant, parce que si tu dois soi-disant changer les choses, mais que les entraîneurs au jour le jour c'est toujours les mêmes, ça va être compliqué. Exactement. Ça va être très complexe. Et il y a Perrin qui revient aussi à Saint-Etienne. Avec Julien Sablé. Et en l'occurrence, Perrin n'est pas adjoint du tout, il est directeur du sportif. Donc, mais pas directeur sportif, enfin il est directeur technique. Exactement. Donc à voir effectivement ce que ça peut donner pour les Verts. On va avancer un peu sur la Ligue 1 et parler bien entendu du Paris Saint-Germain, des résultats de la tactique actuelle, de l'entraîneur actuel et de ce très très beau match. On peut tenir la tête comme ça là. Pour ce très beau match du Racing Club de Lens samedi, comme tu l'as dit. Qu'est-ce que tu en as pensé? Toi, tu l'as vu le match, tu l'as vécu en tant que supporter du Paris Saint-Germain. Je peux dire ce que j'ai ressenti dans le match. Ouais, vas-y. Alors, de mémoire, hein, moi je suis le Paris Saint-Germain depuis, je crois, 1988 ou 1989 à peu près. J'ai vu toutes les époques du Paris Saint-Germain, les bonnes comme les mauvaises, depuis 10 ans, parce que ça fait 10 ans hein, maintenant que les Qataris ont racheté le club. Exact. Je n'ai jamais vu le Paris Saint-Germain se faire manger comme ça en Ligue 1. Sincèrement, hein, je ne sais pas si vous avez vu le match, mais de concéder autant d'occasions, se faire manger au milieu de terrain, j'ai jamais vu ça. C'était incroyable. C'est-à-dire que je me suis mis en tant que personne lambda qui tombait sur le match. Je me suis dit, mais c'était un super match. Je veux dire, quand tu vois l'équipe de Lens jouer, c'était incroyable. Moi, j'aurais rêvé que... C'est dingue de se dire que tu es supporter du Paris Saint-Germain et que tu aurais rêvé que ton équipe elle joue comme ça, avec autant d'envie, autant d'abnégation, autant d'enthousiasme. Moi, j'ai trouvé ça incroyable. On a vu une équipe, c'est-à-dire c'est ça qui est incroyable avec le football, c'est que tu as beau en fait ajouter des individualités, ça ne fonctionne pas. En fait. Si tu n'as pas de fond de jeu, si ça joue pas, tu es obligé de croiser les doigts, de te dire que tu as Mbappé qui va mettre un but, parce qu'au final, cette équipe-là,
elle ne, elle ne ressemble à rien. Si tu enlèves Mbappé, c'est une équipe quelconque. Hein. Ouais, Il ne se passe rien sans lui. Il ne se clairement. passe rien sans lui. Et on a vu en fait une équipe du Paris Saint-Germain se faire manger du début jusqu'à la fin. Et moi, je n'ai pas le souvenir d'avoir vu le Paris Saint-Germain comme ça. Peut-être une fois sur certaines séquences à l'époque de Bielsa, la première mi-temps, au Vélodrome, où j'avais été très très impressionné. Mais sinon, en 10 ans, c'était la première fois que j'ai vu ça. Et effectivement, les supporters lensois rejoignent ce que tu disais, en tout cas, avec une banderole qui a été déployée en disant ici, pas de starlet à paillettes, que des joueurs avec une mentalité de guerrier. Le Et guerrier. effectivement, ça reflète bien le RC Lens. Et du coup, le Paris Saint-Germain, pour le coup, est-ce qu'il y a un joueur côté lensois qui t'a surpris? Ça, c'est la première question. Et après, parlons du Paris Saint-Germain, la faute à qui, en fait? Évidemment, Fofana, c'était vraiment incroyable. Je pense que je ne sais plus quelle note il avait eu dans l'équipe à l'après. Je crois qu'il a eu 8 ou 9. Mais c'était. Fofana, buteur et métronome au milieu pour le RC Lens. Ouais, et puis tu vois que c'est pas non plus un mec hyper technique, il fait pas de fioritures, mais il sait ce qu'il doit faire sur le terrain, en fait. Et ça, c'est important, c'est-à-dire c'est ça que tu vois, en fait, l'implication et puis la relation que tu peux avoir avec ton staff technique et puis tes joueurs sur le terrain, c'est que, en fait, le défenseur, il défend, les milieux de terrain, ils relaient les ballons, ils vont chercher les ballons, et puis tu as les attaquants qui attaquent. Tu vois, il y a une structure, il y a un bloc équipe, tu voyais l'équipe qui était avec des lignes extrêmement resserrées. Et puis de l'autre côté, tu voyais des joueurs qui, à la part du ballon, s'arrêtaient de courir avec des distances énormes entre les attaquants, le milieu de terrain et la défense. Enfin, c'est difficile de ressortir un joueur à Lens parce qu'ils ont tous été géniaux. Mais bon, si on doit mettre la palme, on la met à Fofana parce que c'est lui qui met le but et parce que c'est lui qui se déchire sur le terrain. Quoi. Ouais, complètement. Ouais, et puis vas-y, Mehdi. Fofana, il me fait penser à Essien, en fait. Mm-hmm. Le Essien, le gros Essien, tu vois, celui de Lyon et non, enfin, le grand Essien, celui de Lyon et celui de ses débuts à Chelsea, hein, Ouais. pas celui du Milan quand il revient et que c'est une blague. Donc non, franchement, il a cette percussion, il a cette qualité technique, il ose. Il est offensif, c'est un vrai milieu box-to-box. Alors là, tu peux pas faire plus. Hein. Il est et dans la surface adverse et dans sa surface et au milieu, il fait le relais. Et plus que tu disais, j'aimerais bien que Paris ait cette envie. Bah, déjà, il faudrait juste que Paris ait un plan de jeu en fait. Parce que là, il n'y en a pas en fait. Il n'y a aucun plan de jeu. Dans l'animation offensive, Pochettino a des plans, hein. Il l'a montré avec Tottenham, etc. Enfin, avec Tottenham et même avec l'Espagnol, hein, parce que même avec l'Espagnol, c'était impressionnant, alors qu'il avait vraiment des joueurs, mais ras des pâquerettes. Mais à Paris, en fait, tu ne peux pas mettre de plan. Pourquoi ? Parce que tu ne peux pas dire à un tel de couvrir tel angle, tu ne peux de couvrir telle partie du terrain. Pourquoi tu ne peux pas lui dire ? Parce que en fait c'est pas l'entraîneur qui décide à Paris. Tout se passe certainement au Qatar, je suppose. Et pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que non mais voilà. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Je dis ça parce que ils ont eu déjà 5 entraîneurs depuis le début des Qataris, d'accord ? Ancelotti, Laurent Blanc, Unai Emery, Tuchel et maintenant donc Pochettino. Sur ces 5 entraîneurs, il y en a 4 qui sont des très grands entraîneurs, excepté Laurent Blanc. Tous les autres sont des très grands entraîneurs qui ont d'ailleurs confirmé avant et après. C'est-à-dire qu'avant le Paris Saint-Germain, ils ont gagné, et très souvent après le Paris Saint-Germain, pas très souvent, tous, ils ont gagné une Coupe d'Europe, d'accord ? Avec des équipes qui sont des fois pas terribles. C'est-à-dire que le Chelsea de l'année dernière, c'est pas la meilleure équipe du monde. Le Villarreal d'Unai Emery et même le Arsenal d'Unai Emery, parce que Arsenal, on a beau rigoler, c'est vrai, on se fout de leur gueule, mais Unai Emery va en finale d'Europa League avec Arsenal, et ça, c'est une sacrée performance hein, quand même. Et enfin, Ancelotti, qui instantanément, avec le Real, l'année suivante, gagne la décima du Real. Donc, très clairement, je pense que c'est pas une question d'entraîneur. Je suis persuadé que Pochettino, quand il va reprendre Manchester United ou quand il va prendre, je sais pas trop quelle équipe, mais a priori ça va être Manchester United, il fera un très très bon boulot et il n'est pas à l'abri de gagner une Coupe d'Europe aussi. Le gros souci ne se situe pas dans l'entraîneur, donc c'est juste qu'il y a des joueurs qui ont que la propriété du Paris Saint-Germain
a décidé de donner un statut à certains joueurs comme Neymar, comme Messi en particulier, parce que je ne veux pas mettre Mbappé là-dedans, parce que Mbappé, il est irréprochable. Depuis le début de saison, il est irréprochable. La saison dernière, il était irréprochable. Il tient l'équipe à bout de bras, il est irréprochable. Absolument, il est irréprochable. Tu peux rien lui dire. Lui, il fait son travail. Les deux autres, en revanche, et Di Maria, tu peux pas le mettre sur le terrain, parce que si tu le mets sur le terrain, c'est Harakiri, vu que tu as 4 offensifs. Et le problème, c'est que Di Maria, vu qu'il voit les autres qui courent pas, il court pas. Et le problème, c'est que tu ne peux pas retirer soit Messi, soit Neymar, soit les deux, les mettre sur le banc. C'est impossible. Alors que ce serait la solution. Hein. Très clairement, ce serait la solution. De jouer en 4-2-3-1 au Paris Saint-Germain, ce serait la solution. Moi, je suis partiellement d'accord avec toi. Déjà, je trouve qu'il y a un problème de stratégie sportive depuis le début. C'est-à-dire que Carlo Ancelotti, il avait été... En fait, lui, on sait très bien qu'il est plus sur la fin que sur le début. Et même quand il arrive au Paris Saint-Germain, c'était déjà le cas. Donc, on a recruté. Le but du Paris Saint-Germain, c'était de gagner la Ligue des Champions. Donc, on prend un entraîneur qui a gagné la Ligue des Champions. En l'occurrence, il en avait déjà gagné 2 avec Milan. Et en fait, à cause d'une contre-performance contre Dijon, il y a Leonardo qui lui met un coup de pression incroyable et qui se dit voilà, si moi je viens à la base pour pouvoir créer un projet et que parce que je fais tourner mon équipe et j'ai une défaite contre Dijon, vous me manquez de respect, moi je me casse. Donc ça, c'est déjà la première erreur. Ensuite, on prend Laurent Blanc qui a un faible palmarès, mais bon, il a été champion de France, il a été en quart ou demi-finale de Ligue des Champions avec Bordeaux, mais bon, lui, il a quand même un statut parce qu'il est champion du monde et champion d'Europe, donc c'est quand même quelqu'un qui a une certaine stature. L'équipe, malgré le fait qu'elle n'aille qu'en quart de finale, il y a un fond de jeu, l'équipe joue correctement au foot, très très bien au football, même avec Ancelotti, ça joue en transition offensive, et il y avait des performances qui étaient vraiment très agréables à voir, donc on voit quand même une patte des entraîneurs qu'on ne voit toujours pas avec Pochettino. Je reprends avec Unai Emery. Unai Emery, on le prend pour la Grinta, c'est un mec qui a gagné 3 Ligues Europa, donc on prend quelqu'un avec un palmarès, avec quelqu'un qui fait bien jouer ses équipes, et avec le Paris Saint-Germain, l'équipe, elle jouait très bien au football, et on a une des meilleures performances de l'histoire du Paris Saint-Germain, avec le 4-0 contre le Barça, et qui est un match incroyable. Ensuite, on se sépare de Unai Emery, suite à remontada, etc. On prend Thomas Tuchel qui est réputé pour être un entraîneur qui a des schémas tactiques qui sont incroyables, qui a la capacité de pouvoir faire bouger en fait son schéma tactique plusieurs fois dans le match, etc. Et on voit la première année un niveau de jeu et quelque chose qu'on n'avait jamais vu auparavant, c'est-à-dire les 11 victoires d'affilée, donc le record de 11 victoires d'affilée dès le début, et un 3-5-2 qui est mis en place avec Neymar en numéro 10, où le jeu est incroyable. Et si je prends chaque entraîneur, que ce soit Ancelotti, que ce soit Unai Emery, que ce soit Laurent Blanc, que ce soit Thomas Tuchel, on a toujours eu, au moins au début, la première année, en fait, une qualité de jeu qui est vraiment très très bonne. Et avec Pochettino, on ne l'a pas vu. On voit un entraîneur qui ne parle pas français, on voit un entraîneur qui est toujours à l'hôtel, on voit un entraîneur qui nous prend pour des cons dans des interviews où en fait, sincèrement, on dirait Flamby, on dirait François Hollande qui se fait interviewer, c'est incroyable. Et donc, le mec, il nous dit, à la fin des 6 mois, il ne faut pas me juger maintenant, on attendra l'année prochaine pour pouvoir voir. En fait, on attend l'année d'après et la qualité de jeu, elle est pourrie. Donc, je pense que les choses, elles sont un peu multifactorielles. Bonjour le chat. Elles sont multifactorielles, c'est-à-dire qu'à la fois, on a un entraîneur qui n'avait jamais rien gagné, on a recruté Pochettino, il n'avait jamais rien gagné. Jamais. Son premier titre, c'est avec le Paris Saint-Germain, c'est le Trophée des Champions l'année dernière. Donc, tu ne peux pas te dire que tu vas gagner la Ligue des Champions avec un entraîneur qui ne l'a jamais gagné et qui n'a jamais gagné de titre. C'est une erreur, c'est aller dans le mur. Et voilà. Ok. Moi, je pense que Pochettino, ce n'est pas le problème, très honnêtement. Mais ce n'est pas le problème parce que si c'était le problème, tous les entraîneurs ne seraient pas partis en disant, en gros, en substance, même s'ils ne l'ont pas exprimé comme ça, mais c'est ça que ça voulait dire quand tu entends les interviews après leur départ de Unai Emery, de Tuchel et tout. En gros, c'est un club ingérable. Parce que, en fait, le gros problème, c'est que, encore une fois, c'est pas l'entraîneur qui décide, en fait. L'entraîneur, on lui fait croire que il a une Ferrari, que la Ferrari, elle se conduit comme ça,
Et lui, tout ce qu'il a à faire, c'est rentrer dedans et tourner le volant. Alors que le problème, c'est que sa Ferrari, en fait, elle a une gueule dégueulasse. Pourquoi ? Parce que Verratti qui se plaint là à la fin de l'interview, à la fin du match, qu'il joue tous les 3 jours, alors que lui, il joue plutôt tous les 3 mois. Hein. Ouais. On est bien d'accord Ouais. que Ça je fait pense quand pas même qu'il soit assez, emmerdé par les assez matchs tous les réagir, 3 ouais. jours. Hein. Ça m'étonnerait. Donc lui, il est là une fois tous les 3 mois. Messi et Neymar, bon là, je pense que la DLC est un petit peu dépassée. Messi s'attendait pas à la dimension physique de la Ligue 1 et pour l'instant, il est un peu démuni. D'accord. D'ailleurs, sa meilleure prestation, c'est en Ligue des Champions parce que ça joue beaucoup plus. Alors qu'en Ligue 1, il se fait rentrer dedans, il comprend pas. Donc voilà. Et le problème, c'est que les arbitres en Liga, dès qu'on touchait Messi, il y avait faute. Mais on pouvait le toucher n'importe quoi. On l'a vu sur le but voilà. du RC Lens. Absolument. Ce qui C'est n'est pas le cas en France. Que Verratti qui s'arrête de jouer. Ouais, toute l'équipe s'arrête de jouer. Toute l'équipe s'arrête de jouer. Hein. Donc il y a ça. Et alors Neymar, j'en parle plus parce que bon, quand il est pas en mode gueule de bois, il se fait péter la cheville, donc il est pas là du tout. Donc là, c'est fini. T'as pas de chance, hein, malheureusement le pauvre. C'est vrai qu'on peut se moquer de lui et puis le dire qu'il s'investit pas. Moi, je trouvais qu'il revenait. Mais il est toujours il est toujours en train de revenir en fait, Neymar. C'est comme Verratti, c'est des gars, ils sont toujours sur le retour en fait. Il n'y a jamais une période de 6 mois où les mecs sont pleine bourre en fait. Ça n'existe pas. C'est toujours. Il y a Mbappé qui a réussi ça. Ouais, voilà, lui, il est tout le temps pleine bourre quasi. Effectivement, sauf Mbappé quand il est blessé. est le joueur le plus décisif avec 7 buts et 6 passes décisives, je crois. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent faire ça au niveau européen, dans les 5 grands championnats en tout cas. Tiens, il y a Joël qui nous a dit, et après on va passer à autre chose, l'encadrement Matt, alors manque beaucoup, je pense, trop de pression sur l'entraîneur. Il a les mains liées, on le sent pendant les conférences de presse, effectivement, ça c'est ce qu'on disait. C'est Khaled et Leonardo qui sont aux commandes. Alors je pense que c'est El Khalifi et Leonardo qui sont aux commandes. Mais effectivement, peut-être un peu plus, même le propriétaire, plus que Leonardo. En tout cas, effectivement, c'est pas gagné pour l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Messieurs, merci beaucoup, merci Arnaud pour cette vision et ça nous fait du bien aussi d'avoir quelqu'un qui suit le club, d'avoir cette vision-là. On va avancer et on va parler d'autres championnats parce qu'il y a eu beaucoup de choses, mais on reviendra sur le Paris Saint-Germain pour la partie Ligue des Champions, bien entendu. Mehdi, on va aller chez toi, dans ton pays d'adoption, qui est l'Italie, pour parler Serie A. Comme tu le disais, 3 gros matchs samedi avec 5 grosses équipes. Désolé pour tous les fans de Salernitana qui est dernier au classement, mais 5 grosses équipes qui jouaient samedi et des beaux matchs aussi dimanche. Absolument, ouais, tout à fait. Et puis il y avait aussi une journée dans la semaine cette semaine. Comme en Ligue 1. Effectivement, et donc ça a un petit peu bougé. Naples qui avait réussi à prendre 3 points d'avance sur le Milan qui avait aussi perdu 3 points sur l'Inter. Naples a rencontré notre bourreau Sassuolo en milieu de semaine et hop, paf, ils en perdent 2 parce que oui, si nous on perd contre Sassuolo, c'est pas qu'on est des pompes à vélo, c'est que Sassuolo est en pleine bourre en ce moment. Et donc voilà, donc on a repris 2 points sur le Napoli. L'Inter. Eux cartonnent tout ce qui bouge. Hein. Donc c'est simple. Très honnêtement, moi, ils me font. Pour moi, c'est l'équipe la plus impressionnante du championnat d'Italie depuis le début. N'en déplaise aux supporters napolitains. Et de surcroît, surtout depuis que Osimhen et Koulibaly sont blessés. Parce que Naples n'a plus du tout le même visage depuis que Osimhen et Koulibaly sont blessés. Ça n'a rien à voir. Donc voilà, Naples s'est fait taper par l'Inter. Donc il y a eu effectivement un très gros match ce samedi. Alors Milan a joué en premier et a gagné aisément vraiment contre la Salernitana. Mais bon, la Salernitana, très honnêtement, je pense que ça va être, une des équipes les pires de l'histoire de la Serie A, je pense, à la fin de la saison. Honnêtement, hein. Même si n'en déplaise à Ribéry, j'aime beaucoup. C'est une très belle ville, Salerne et tout, mais le problème, c'est que leur équipe, elle est vraiment affreuse. 8 points pour Salernitana pour le moment. Ouais, en 18 journées, c'est ça ? En 16 journées.
En 16 journées. Donc c'est compliqué. Mais quoi qu'il y avait Benevento aussi qui avait fait vraiment pas mal. Ça va être la. Mais je me souviens plus de la seule équipe qui avait perdu contre Benevento. Non. C'est pas la seule équipe qui avait perdu. C'est le premier point. Le premier point qui avait été marqué par Benevento était contre Milan. À la 94e minute, je crois. Et c'est le goal, je crois, qui fait la tête. Et il y a 2-2. Bref, c'était le Milan de Gattuso. Gattuso, je crois qu'il les a tapés après. Bon, bref. Mais oui, donc voilà. Donc, une petite... hop là, Milan prend la tête du championnat. Et en l'occurrence, eh bien, derrière, il y avait un magnifique Naples-Atalanta, qui était vraiment un match extraordinaire. Vraiment, franchement, si la Serie A doit être une pub, très honnêtement, ce match-là doit certainement être dans le spot de pub, parce que voilà, entre l'Atalanta qui ouvre le score sur un but magnifique, le Naples qui égalise juste avant la mi-temps et qui prend l'avantage juste après la mi-temps, la 47e. Donc je crois que c'est 41e et 47e, il marque. Et enfin l'Atalanta qui tout d'un coup fait 2-3 changements. Gasperini, encore le sorcier là, qui fait rentrer Pasalic, qui fait rentrer Ilicic. Et là tout d'un coup le match se débloque complètement et finalement qui gagne 3-2. Franchement c'était un vrai super match. Donc voilà, Naples tombe, l'Atalanta revient. Il faut savoir que ce qui est très inquiétant pour l'Atalanta, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est le meilleur début de saison de l'Atalanta de Gasperini. Donc de ces 6 dernières années ou 7 dernières années, c'est le meilleur début de saison à ce moment du championnat. Ils ont 35 points. Ouais, ça promet, ça fait peur même. Mais ils sont que quatrième. Ouais. C'est ça qui ils sont que quatrième. Devant, ça avance avec une moyenne de dingue. Absolument, c'est-à-dire Naples, Milan et l'Inter ont des moyennes complètement folles. Hein. Il faut savoir que Milan a perdu son premier match il y a 3 journées. Naples, la même chose d'ailleurs. Ils ont perdu leur premier match il y a 3 journées. Donc c'est ça, tous les matchs étaient gagnés. Et l'Inter a eu un début de saison un peu compliqué, mais alors derrière, ils enchaînent les victoires. Là, je crois qu'ils sont sur 8 ou 9 victoires d'affilée et ils mettent des roustes dans tous les sens. Donc eux, le 19 décembre, il y a un savoureux Milan-Naples qui va certainement décider du champion d'automne. Ah bah non, parce que si, c'est ça, champion d'automne. Et l'Inter, ils ont vraiment une fin de phase aller là qui est très très simple, enfin qui est plutôt simple. Ils rencontrent aucun gros, donc ça va être très compliqué. Franchement, très très compliqué. Joël te rejoint et il nous dit Naples-Atalanta, très bon match des deux équipes. Allez regarder le résumé. C'est un super match. C'est tout ça. Et il nous dit mauvais début de saison pour la DA. Donc effectivement l'Atalanta. Donc à voir où est l'Atalanta aujourd'hui, c'est effectivement incroyable pour les hommes de Gasperini. Arnaud, je t'ai coupé la parole. Non, mais en fait j'avais juste quelques petites remarques. Moi j'ai vu une stat tourner ce week-end qui disait que le championnat italien c'était le seul championnat où il y avait 4 équipes qui étaient à plus de 2 points par match. Donc, ça prouve en fait la concurrence incroyable qu'il y a en Serie A. Et de mon côté, en ayant vu quelques matchs, moi j'étais impressionné par Dzeko à l'Inter. Je ne pensais pas qu'il avait encore ce niveau-là, parce qu'il a quel âge, 34 ans, je pense. Ouais, c'est ça, ouais. Et j'ai trouvé ça assez impressionnant de le voir aussi puissant, aussi en jambes. Et puis le fait aussi de la classe, un peu de ne pas célébrer les buts, parce qu'il a dit qu'il ne le ferait pas. Et qu'il ne célèbre pas les buts face à la Roma, et c'est ce qu'il a fait. Ouais, c'est clair. Et puis en plus effectivement, l'Inter a atomisé Mourinho. Donc c'était les premières retrouvailles entre l'Inter et Mourinho sur un terrain. Il s'est fait atomiser et Dzeko a été très 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 bon. Mais plus que, enfin moi personnellement, je sais pas pour vous, mais moi il y a un joueur que j'admire à l'Inter. Beaucoup de gens parleront de Barella, mais moi, celui qui, pour moi, est le maître à jouer de l'Inter. Et c'est un joueur, là, en fait, à un moment, ils parlaient de ne pas le renouveler et Milan était dessus et j'aurais adoré que ce soit le cas, c'est Brozovic. Brozovic, c'est là. En fait, c'est Modric, mode Serie A, quoi. C'est incroyable, ce joueur-là. Mais incroyable. Vraiment, il est hallucinant. Faut le regarder jouer pendant tout un match parce que je le déteste quand il joue contre nous.
Mais c'est du grand art. Hein. Franchement, pour moi, le football, c'est ça, quoi. C'est exactement ça. C'est tout le temps placé au bon endroit, tout le temps la passe qu'il faut, jamais un gris-gris, jamais un dribble en trop, jamais rien. C'est hallucinant. Franchement, c'est magnifique. Donc voilà. L'Inter est très impressionnant et je pense que c'est eux qui vont gagner le Scudetto cette année, encore. Pour un back-to-back pour les joueurs de Milan. C'est bien si le titre reste à Milan, ça te ferait plaisir quand même. Non. Mais bon. Non, oui, d'accord. Alors, quitte à ce qu'il soit quelque part, pas chez le Diavolo, à ce moment-là, je préfère que ce soit l'Inter encore. Tant que c'est pas la Juve, tout va bien. Mais là, la Juve, ils sont loin. Ils sont loin et puis il y a des perquisitions en ce moment. Donc, on n'est pas à l'abri que... Ah oui, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Parce que c'est vrai qu'il y a eu la brigade financière qui est venue toquer chez les Agnelli. Tout à fait. Ouais, absolument. Alors, il y a 3 personnes qui sont mises en examen. Nedved, Agnelli et Paratici, qui est le directeur sportif, hein, celui qui a remplacé Marotta. Et d'ailleurs, si vous regardez, hein, Marotta, pour moi, c'est le grand architecte de tout. Tant qu'il était à la Juve, ils ont fait 9 titres d'affilée. Il est parti à l'Inter. Depuis qu'il est parti à l'Inter, voilà, c'est l'Inter qui domine. Hein. Marotta, c'est un magicien. Lui, c'est vraiment pour moi le meilleur directeur sportif en vie sur Terre et de très très loin. Donc bon, voilà, ça c'est soit dit en passant. La Juve est un club qui est coté en bourse. Donc, ils ont des bilans qui sont publics. Et leurs bilans, lorsqu'ils sont mauvais, influent sur le cours de l'action. D'accord ? Ce qui est normal, c'est comme toutes les sociétés du monde. Tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Et donc, Agnelli, Paratici et Nedved ont eu une idée de génie quand ils ont voulu recruter Ronaldo, mais pas que. Il n'y a pas que lui, et puis il n'y a pas que il y a eu aussi des ventes. Ils ont maquillé, en fait, les bénéfices, les dépenses, etc., pour améliorer la gueule du budget, du bilan. D'accord ? Et donc, la brigade financière s'en est aperçue. Et donc, ils ont essayé, en gros, c'est un délit d'initié, hein, vraiment. Alors, si c'est avéré, attention, pour l'instant, on n'est qu'au début de l'enquête, hein, donc je ne suis pas en train de dire qu'ils sont coupables avant qu'ils aient été jugés. Hein. Mais si c'est le cas, c'est un délit d'initié pour maquiller le cours de l'action. Et il risque, a priori, comme ça, la série B et bien sûr plusieurs centaines de milliers d'euros d'amende et de la prison ferme a priori pour les trois personnes en question. Bon, donc on verra. Ça c'est les peines encourues. Hein. Les peines encourues, vous savez ce que c'est, hein, entre ce qui s'applique et ce qui est requis, c'est complètement différent. Mais oui, la Juve bizarrement est encore traînée dans dans une histoire un petit peu louche. Voilà. Ça change pas pour la Juve, hein, dis donc. Je ne l'ai pas dit. Est-ce que d'autres points pour la Serie A ou pas du tout? Comment va le Chievo, dis donc, qui était l'équipe en forme, très rapidement? C'est le Hellas, le Chievo. Chievo, d'ailleurs, excuse-moi. Le Chievo a déposé définitivement le bilan et a été dissous. Il n'existe plus, malheureusement. Le Hellas Vérone est rentré un petit peu dans le rang. Hein. L'équipe en forme du moment, c'est Sassuolo, qui donc a tapé le Milan, a fait match nul contre Napoli, a gagné encore ce week-end, je crois. Et donc ça, c'est vraiment l'équipe en forme. La Lazio a repris un petit peu la route de la victoire. Hein. Ils avaient fait plusieurs défaites d'affilée, des défaites qui étaient vraiment moches. Et là, ils ont gagné 3-1 ce week-end. Donc voilà. Et ça concorde aussi, hein, quand même un petit peu avec le retour d'Immobilier, qui amène quand même, malgré son nom, beaucoup de mobilité dans l'attaque de la Lazio. Donc non, c'est clair que en fait, depuis qu'Immobilier était blessé, il n'y avait plus aucun appel devant. Immobilier, en fait, alors c'est pas le meilleur attaquant du monde, mais il a ça pour lui. Et avec l'Italie, ça s'est vu aussi, même s'il n'a pas marqué. Il fait des appels en permanence, ce qui fait qu'il crée énormément d'espace pour ses coéquipiers. Et donc, ça leur permet à eux de marquer. Donc voilà. Donc c'est bien. Mais il a marqué en plus ce week-end. Et Milinkovic-Savic aussi. La Fiorentina est la grosse. Ouais, Milinkovic-Savic. Ouais. Et justement, on en parlait au PSG d'ailleurs il y a quelques années. Hein. Ouais.
Enfin, il y a quelques mois. En parlant de son frère, parce que son frère, vous savez qu'il est goal, à la Fiorentina. Donc voilà, c'est un modèle plus gros et plus grand. Donc voilà. Et la Fiorentina est vraiment l'équipe en forme en ce moment du moment. Hein. On parle beaucoup de Vlahovic, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Et leur entraîneur Italiano est vraiment un très très bon entraîneur. Un petit peu de la trempe de De Zerbi, alors plus rigoureux que De Zerbi, mais vraiment c'est des bons entraîneurs italiens, les nouveaux là, les De Zerbi, Italiano et tout, qui vont remplacer les Conte, Ancelotti et tous les autres là. Donc c'est bien les Allegri. Mais bon, Allegri, lui, DLC dépassé, terminé, fini. Vous savez, quand il y a le moisi dessus, là. Mais donc c'est vrai que, voilà, c'est des très, très bons entraîneurs. Et la Fiorentina, moi, personnellement, je suis un nostalgique de la Serie A des années 90, hein, vous le savez. Et pour moi, la Fiorentina de Batistuta, etc., ça doit faire partie des 7-8 premières équipes d'Italie, tu vois. Et là, c'est exactement ce qui se passe, quoi. En fait, ils sont là avec la Lazio, la Roma, la Fiorentina, l'Atalanta, le Milan, l'Inter et tout. Et donc, c'est cool, quoi. Moi, j'aime bien les voir dans le haut du classement. Ça fait plaisir. C'est une super équipe, c'est une super ville. Voilà, c'est trop bien. Et ils ont un super maillot. Voilà. Ok, merci Mehdi pour cette petite grande page Serie A. Bien entendu, on sait ton amour pour ce championnat. Messieurs, on va rendre honneur à Kaiser Kopex et on va partir en Bundesliga. Beaucoup de choses à dire. Der Klassiker qui a rendu son premier verdict de l'année, mais aussi, encore une fois, Arnaud. On va parler du Hertha, bien entendu, On va pas parler. et de l'Union Berlin aussi, ton autre club favori, bien sûr. Der La Klassiker. question, c'est de savoir est-ce que j'ai plus de. Est-ce que je déteste plus l'Olympique de Marseille que l'Union Berlin? Je crois que je déteste plus l'Union Berlin que l'Olympique de Marseille. Ah ouais, carrément. On va en parler juste après de l'Union Berlin et du Hertha. Der Klassiker qui avait lieu samedi aussi, et un très très beau match et un très beau résultat encore une fois pour le Bayern Munich qui remporte à Dortmund ce classique 3-2 avec encore une fois un très beau match du Ballon d'Or. Ah non, pardon, excusez-moi, il l'a pas eu. Lewandowski. Messieurs, qu'avez-vous pensé de ce match? Est-ce que c'est mérité? Est-ce que c'est normal de cette victoire du tenant du titre et du futur vainqueur de la Bundesliga, certainement? C'était un match incroyable. Franchement, je ne sais pas si vous avez pris autant de plaisir que moi à regarder ce match, mais c'était vraiment, dès le début, un but, je crois, à la cinquième Ouais, minute. Julian Brandt, 5e. Ça s'est rendu coup pour coup, mais on a toujours cette impression, quand on voit Dortmund jouer contre le Bayern, c'est une sorte de soumission de cette équipe en face du Bayern et qui se dit, bon, bah voilà, on essaie de faire le maximum et de toute façon, c'est eux qui sont plus forts, c'est eux les patrons. Et puis au final, on finit par se soumettre. En plus, ce qui était génial un peu avec ce match, c'est que il y avait un réel but dans ce match, puisque ils se tiennent entre très peu de points, les deux équipes, et ça leur permettait vraiment de pouvoir prendre le large pour une autre équipe. Et franchement, c'était vraiment incroyable. C'est dur de revenir à la Ligue 1 ou de revenir à d'autres matchs quand tu vois. Je te confirme. Mehdi, je pense que tu rigoles pour le commentaire. J'ai regardé le Klassiker en mangeant une choucroute. De Jojo. Et j'ai passé une superbe soirée. Une superbe soirée. Effectivement. Il y avait un point d'écart juste avant le match. Ouais, vas-y, Mehdi. Mais c'était un très très bon match. Vraiment, c'était un très bon match. Et puis, je trouve que Dortmund l'a pris par le bon bout. Très honnêtement, c'est eux au début qui mettaient le tempo. Ils ont perturbé le Bayern. Après, malheureusement, c'était pas la soirée du Mulls, vraiment. Ouais. C'est-à-dire que là, il a passé quand même une de ses pires soirées, je pense. C'est-à-dire entre l'espèce de dégagement raté où c'est Müller qui vient le contrer, et puis ensuite, en plus, derrière, bon bah tu t'attends à ce qu'il prenne le dessus de la tête quand même sur Müller. Bah non, il se refait encore bousculer par Müller.
Et finalement, donc Lewandowski arrive et marque ce but relativement simple pour lui. Pour lui, je dis bien pour lui, parce que pour moi, par exemple, c'est en tribune, c'est sûr. Donc, donc voilà. Mais et puis ensuite, il y a ce penalty. Alors, je ne sais pas si vous avez vu l'interview à la fin du match de comment il s'appelle le jeune anglais là. Oh là là, j'ai perdu son nom, je ne sais pas pourquoi. De Dortmund, Bellingham. Qui explique qu'il dit vous donnez le plus gros match de la saison à un arbitre qui a été mis en examen, en gros, alors il ne le dit pas comme ça, mais qui a été mis en examen pour des matchs truqués et vous attendiez à quelque chose d'autre. Ok, donc là on peut considérer qu'il y a gros pavé dans la mare. Je sais pas ce que vous en pensez, mais effectivement, moi je trouve que sur le penalty sur Hummels là, j'aurais pas sifflé penalty. Personnellement, c'est pas scandaleux qu'il le siffle parce que effectivement sa main touche le ballon, mais le ballon ne va nulle part en fait, enfin pas en tous les cas sur un joueur du Bayern. Et Hummels, la seule chose qu'il essaye de faire, c'est jouer le ballon de la tête. C'est juste qu'il est bousculé et que son bras se retrouve devant parce qu'il peut pas faire autrement. Mais est-ce que c'est total? Est-ce que c'est vraiment un scandale? Non, c'est pas un scandale. Au niveau du règle du football, s'il y a un élargissement en fait de la zone de contact et que la main en fait elle n'est pas naturellement le long du corps, il y a penalty. Pour moi, en tout cas, ça m'a pas choqué. Alors maintenant, c'est un peu plus compliqué que ça. Tu sais, c'est pas seulement l'élargissement du corps, c'est aussi l'intentionnalité. Ça a changé les règles du penalty, parce que ça change tous les 2 mois à peu près. Donc il faut pas, c'est pas grave, mais c'est. Donc maintenant, c'est l'intentionnalité, le temps de réaction. Savoir c'est-à-dire, est-ce que la personne a le temps de retirer son bras ou pas. Ensuite, savoir si le ballon a touché une autre partie du corps avant de toucher la main. Et enfin, il y a penalty dans 100% des cas si la main est au-dessus de l'épaule. Ok ? Donc, là où je considère que c'est un petit peu particulier. L'arbitre s'est dit, ok, est-ce qu'il y a intentionnalité ? Non, clairement pas. Est-ce qu'il a le temps de retirer son bras ? Non, parce qu'il ne voit même pas la balle arriver. Donc, il peut pas savoir qu'elle va arriver là, vu qu'il est comme ça. Tu vois, c'est impossible de la voir. Le problème, c'est qu'il s'est dit, mais elle est au-dessus de l'épaule. Alors oui, effectivement, techniquement, elle est au-dessus de l'épaule. Mais ce qui fait comme ça. Ouais, mais comme il est à l'horizontale, je ne peux pas considérer qu'elle est au-dessus de l'épaule, vu qu'en fait, elle est devant son épaule, elle n'est pas au-dessus de l'épaule. Lui, il s'est dit, c'est au-dessus de la tête. Sauf qu'il est comme ça. Alors, je fais dans le podcast, ça va pas être pratique à regarder. Ouais, effectivement. Mais c'est très bien sur fait. Sur Twitch, c'est beaucoup plus parlant. donc, en gros, moi, c'est là où je suis un peu. C'est pas intentionnel. Il peut pas l'éviter. Et enfin, troisièmement, c'est pas au-dessus de l'épaule pour moi, c'est devant son buste. Donc, pour moi, il n'y a pas penalty. Mais voilà, c'est quand même un plongeon en avant. J'entends tes arguments, mais pour moi, c'est quand même, tu dis pas intentionnel, il n'est pas obligé de mettre sa main aussi loin en avant quand il fait un plongeon comme ça. C'est vraiment pas naturel, la façon dont il se tient. Exactement. Pour moi, il n'y a pas de scandale. Après, je pense qu'effectivement, c'est un penalty qui peut siffler sans scandale absolu, quoi. C'est pas un penalty du Real des grandes heures. Ok, on est tous d'accord. On est tous, ou du Barça des grandes heures. Donc oui, clairement, il n'y a pas de souci, c'est des penaltys qui peuvent se siffler. Je suis d'accord. À l'inverse, je pense que si tu le siffles pas, ça peut créer une polémique par contre. Mais dans tous les cas, ça aurait créé une polémique. L'équipe, elle se tenait sur un point. Si Dortmund avait gagné, il serait passé devant. Ouais. Dans tous les cas, ça aurait posé problème. Ça aurait fait scandale dans tous les cas. Quoi qu'il arrive, verdict, le Bayern a remporté le match et le Bayern prend 4 points d'avance sur le BVB. Donc très belle opération pour le Bayern. Il y a eu d'autres très très gros résultats comme toutes les semaines à peu près en Bundesliga. Le Bayern Leverkusen qui n'arrête pas et qui reste à la 3e place avec un 7-1 face à Greuther Fürth. Je suis désolé pour la prononciation. Okay, ouais. Alors, eux aussi, Greuther Fürth, équivalent de la Salernitana en Italie. C'est pire, ils ont un point. Oui, c'est ça. Ils disent que c'est la pire équipe qu'il n'y a jamais eu en Bundesliga. Pardon. Donc, effectivement, voilà. Donc, ça, Greuther Fürth. Après, moi, tu sais que
je regarde un petit peu le résumé du match. J'ai pas regardé le match en entier, mais je regarde le résumé et puis donc on me dit qu'il va y avoir un quadruplé de Patrick Schick. Patrick Schick, ouais, en 20 minutes, je crois. Ouais. Et donc je commence à voir le match 1-0, 2-0, 3-0. Et là je me dis attends. Et c'est toujours pas Schick qui a marqué un but. Je me dis, c'est pas possible que Patrick Schick il marque un quadruplé dans ce match-là. J'ai du mal à entendre. Tu vois. Et ben non, effectivement, 7 buts. J'arrivais plus à compter à la fin. Je me disais, mais attends, ils en sont à combien là? C'est pas possible. Incroyable. C'était un carnage. Pour, mais il y en a eu un autre. Il y en a eu un autre. Carnage. Effectivement, le dimanche. C'est beaucoup plus surprenant d'ailleurs. Je l'ai plus. Je suis désolé. C'est Mönchengladbach. C'est Fribourg contre Mönchengladbach. À la maison. Ouais. À la maison, je crois. Non, c'est à l'extérieur. Oui, à l'extérieur. Gladbach a pris 6 face à Fribourg, effectivement. Fribourg qui gagne 6-0. Et Gladbach, l'année dernière, ils étaient en Ligue des Champions et on les encensait tous parce qu'ils avaient un super jeu. Là, leur entraîneur était l'ancien entraîneur du Bayern qui avait fait une super saison aussi, qui a été finalement transféré, c'est ça, du Bayern ou ou peut-être de Wolfsburg, je ne sais plus. Bref, quoi qu'il en soit, Roseux, il a été transféré à Mönchengladbach, ça a bien démarré, mais alors là, c'est un carnage. Info direct live, Kaiser Kopex est dans les commentaires, lui qui n'a pas pu participer exceptionnellement à la 93e. Bellingham sous enquête policière suite à une plainte déposée contre lui par l'arbitre suite à ses propos. Donc effectivement, ça va très très loin après les propos de Jude Bellingham. Oui, il l'attaque en diffamation ou quelque chose comme ça, je pense. Donc c'est assez incroyable. Après, effectivement, les propos sont pas jolis. Très rapidement, en Bundesliga, on va profiter que Carnot soit ici. Le Hertha et l'Union. Que peut-on dire du Hertha? On peut commencer par l'Union parce que grâce à la victoire de l'Union Berlin, Leipzig vire Jesse Marsch. Ouais, tout à fait. Donc, on en parlait il y a 2 semaines. On en parlait il y a 2 semaines en disant que c'était possible. Il était sur la tangente. Il était sur la tangente. Au final, ils l'ont lourdé. On verra si justement ça a été une bonne idée ou pas. Je ne sais pas par qui ils l'ont remplacé ou s'ils sont encore en attente pour pouvoir le remplacer. Ils vont essayer de toujours prendre quelqu'un dans la galaxie Red Bull, ce qui était déjà le cas avec Jesse Marsch. Donc ça c'est le premier résultat. Ensuite, franchement, c'était un très beau match Stuttgart contre l'Union Berlin, contre le Hertha, avec un doublé de Jovetic. Donc c'était quand même plutôt à noter. C'est vrai. À noter. Qui est en prêt. Et c'est les deux résultats en tout cas que j'ai bien suivis. Mais c'est vrai que le résultat en tout cas le plus probant, c'est le très très bon résultat de l'Union Berlin c'est un des plus petits budgets d'Allemagne. Et qui gagne contre Leipzig. Ouais, ils sont super bien classés. Et puis voilà. C'était un très bon match. Cette année, ils sont européens aussi? Ou c'était l'année dernière? Ils sont en Conference League. Bon, c'est pas mal déjà. Pour l'Union Berlin, c'est déjà bien. Effectivement, pour un des plus petits budgets. Mais ils vont peut-être rencontrer Marseille, dis donc. On en parlera après. Juste je vous annonce que jeudi, je suis au stade. À mon avis, le Lokomotiv, ça va être très compliqué, même si c'est très faible. Là, l'OM va très très mal. Rangnick est parti, peut-être vous avez une chance maintenant. Oui, écoute, on verra. Merci pour cette page Bundesliga. On va attaquer les 2 derniers championnats, l'Angleterre et l'Espagne. On va parler d'Angleterre tout de suite avec les débuts de Ralph Rangnick sur le banc de Manchester. Et à noter qu'à 21h, donc dans 1 minute, on va avoir un beau match entre Everton et Arsenal. Où Arsenal va pouvoir peut-être encore glaner des points pour se rapprocher du top 4. Ralph Rangnick, premier match sur le banc de United et victoire face à Palace. On ne pouvait rien attendre de mieux de toute façon après une arrivée aussi tardive. Une semaine. Ouais. Une semaine d'entraînement. Fred. Alors, est-ce que Fred est au 36e dessous depuis le début de saison? Très honnêtement, il est vraiment pas bon.
Là, est-ce qu'il a réussi à lui parler, à lui donner confiance? Je sais pas. Ou peut-être que c'est l'effet Carrick aussi, hein, parce que Carrick a fait du bon boulot pendant son intérim, parce qu'il a fait deux victoires Et un match nul. Et un match nul. Donc c'est bien, là ils regagnent, donc ils continuent à gagner. Ils ont gagné contre Arsenal, etc. Donc c'était plutôt bien. Et Fred a mis un superbe but. Il n'y avait pas grand-chose d'autre dans le match, très honnêtement. Moi, j'ai regardé le résumé, il ne s'est pas passé grand-chose. Mais bon, ils enchaînent les bons résultats. Ralf Rangnick va commencer à influencer l'équipe et à les impacter sur la récupération, la perte de balles, etc. Et on va voir ce que ça donne. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce que je veux voir, c'est Cristiano là-dedans. Comment est-ce que ça va se goupiller, tout ça? Pour l'instant, on ne l'a pas vu et Cristiano a fait du Cristiano. Et voilà, c'est très bien. Et pour l'instant, ça suffit. On verra. On verra, affaire à suivre aussi pour United, bien entendu. À noter la très belle opération de West Ham. West Ham samedi. Absolument. C'était beau. C'était un beau match. En plus. West Ham, on en parle semaine après semaine dans la 93e, qui a un parcours assez incroyable. Les hommes de David Moyes qui sont incroyables, tout simplement. Est-ce que vous avez vu le match? Est-ce que moi j'ai vu le match, effectivement. Alors, ça me surprend, oui et non. Chelsea, depuis le début de saison, ils sont à l'arrache en championnat. Très honnêtement, c'est assez. C'est pas. Ils maîtrisent pas les choses, Chelsea, en championnat depuis le début de saison. Là, on les a vus contre les gros, c'est un petit peu compliqué, et ils s'arrachent contre les petits. Donc, je crois que dans la semaine, ils avaient fait un match nul déjà, il me semble. Et là, ils perdent contre West Ham. Ils perdent en plus de façon relativement. À Watford. Ils avaient gagné en semaine. Pardon, alors je me suis trompé. Mais effectivement, Ah non. Ah oui, c'est pas Liverpool qui fait un match nul. Ah, West Ham. Liverpool a gagné le derby face à Everton. Le derby. Ah oui, 4-0, c'est vrai. 4-1. Ou 4+1. Et donc, oui, effectivement, Chelsea pensait qu'avec le recrutement de Lukaku, ça allait un peu tout solutionner, parce que ils avaient leur problème Werner devant. Mais en fait, ça n'a pas vraiment solutionné le problème, parce que déjà, Lukaku est blessé. Donc, ça lui a pas donné de la continuité. Et finalement, le fond de jeu qu'ils avaient l'année dernière, surtout en Europe d'ailleurs, en fait, ils n'arrivent pas à le récupérer réellement. Pour l'instant, il y a encore des niveaux de forme qui sont assez disparates. De Ziyech, de Kai Havertz, de Kanté, de Jorginho, etc. Je les trouve pas encore à ronronner, quoi. C'est pas l'équipe impressionnante de la fin d'année dernière. Mais bon, après voilà, c'est pas maintenant qu'il faut être prêt. C'est pendant le Boxing Day et au printemps, au printemps et au début de l'hiver, à la fin de l'hiver, pardon, quand la Coupe d'Europe revient. Donc on verra. C'est pas perdu encore. Et puis mais c'est pas impressionnant comme City et Liverpool en fait, Chelsea. Voilà. Pour l'instant, en tous les cas. Arnaud, est-ce que tu es d'accord avec cette analyse de cher Mehdi? Oui, je suis d'accord. Après, j'ai pas regardé tous les matchs anglais. Je les ai pas vus cette semaine, donc je peux pas avoir vraiment un bon avis en tout cas dessus. La seule chose que je peux dire, c'est que juste par rapport à West Ham, en fait, ils sont quatrième du championnat, donc qui sont bien calés pour la Ligue des Champions, et que Manchester United, ils sont à 3 points aussi. Ils se tiennent en fait, on les voyait beaucoup plus loin. Ouais. On voyait un tsunami par rapport à tout ce qui se passait autour de Manchester United. Ils sont qu'à 3 points de West Ham. Donc, rien n'est fait. On est encore dans un championnat hyper compétitif. Et je pense que c'est un régal à voir. Et pareil pour Arsenal, qu'on avait enterré très rapidement en Première Ligue, et là effectivement qui est 7e avec 23 points, une victoire ce soir et il rentre dans le top 5, donc très belle partie aussi pour Arsenal à jouer. Oui, Mehdi. Il y a quand même, c'est un petit peu comme en Italie, Arnaud, je trouve, l'Angleterre. Alors sauf qu'en Italie il y a un championnat à 4 devant, et ensuite il y a le reste du championnat. En Angleterre, il y a un championnat à 3, Liverpool, Man City, Chelsea. Je pense que personne ne pourra aller les chercher, ces 3 équipes-là. Et après, il y a un championnat pour la 4e place, donc qui est intéressant parce que c'est une place 1. À 5.
À 5, absolument. À 5, un vrai bon championnat. C'est pareil en Italie où tu as en fait, la Juve, la Fiorentina, la Lazio et la Roma qui se battent pour les places derrière les 4 gros. Et c'est sympa parce que ça. Alors en Italie, c'est juste pour l'Europe, mais en Angleterre, c'est pimenté parce qu'il y a une place en Ligue des Champions. Donc ça donne encore plus de relief à la bataille. Après, moi personnellement, j'annonçais Arsenal entre 6 et 9. Je pense que c'est comme ça qu'ils vont terminer. Oui, ils y sont pour le moment. Et après, Manchester, c'est sûr que finalement, de tous les autres, c'est quand même celui qui a le plus la gueule d'être 4e, on va dire. Ouais. Quand même, faut pas déconner. Après les résultats de ce week-end, Chelsea est passé à la 3e place. C'est City qui lead le championnat devant Liverpool. Et 4e, effectivement, comme le disait Arnaud, la surprenante équipe de West Ham. Et à noter, pour conclure la Première Ligue, que Newcastle a marqué des points ce week-end. Gagné. Exactement, a remporté une victoire. Première victoire de l'année. Première victoire. Burnley. Deuxième victoire. Deuxième victoire. Première victoire. Ils sont à 1-7-7, je crois, un truc comme ça. Ouais, effectivement. Mais le truc, c'est qu'ils sont. Je regardais, ils sont pas si perdus que ça. C'est-à-dire que là, ils sont qu'à 3 points du 17e et ils sont à 5 points de la zone de non-relégation. Donc franchement, c'est faisable. Et je pense que le mercato hivernal ça va leur envoyer donner, les pétrodollars. Ouais. C'est ce que disait. C'est Gilbert Bribois qui disait j'ai peur que Newcastle nous achète Araujo, je sais pas combien, truc là, au mercato d'hiver. Oui, effectivement, ce serait dommage. Effectivement. Si cherche un latéral gauche, moi, on en a un sympa à vendre, si jamais. C'est vrai que Kurzawa pour y aller. Il pourra en avoir 2. C'est pour le prix d'un. Allez, c'est cadeau. Vu les relations diplomatiques qu'il y a entre le Qatar et l'Arabie Saoudite, je suis pas convaincu qu'il va y avoir beaucoup de transactions commerciales. Effectivement. C'est pas complet, c'est pas prévu. Messieurs, on va finir ce tour d'Europe très très rapidement puisqu'on doit parler de Ligue des Champions juste après. L'Espagne et de plusieurs finales. Et effectivement, avec la Liga qui a vu le FC Barcelone. Moi, j'ai vu Vas-y, Arnaud. En fait, moi j'ai vu le match. Ils perdent le match, mais bon, ils sont en maîtrise quand même sur la plupart du match. Ils perdent 1-0, mais moi je les trouve plutôt. On peut pas trop leur en demander. Ils font jouer plein de jeunes, etc. Ils sont en train de mettre en place plein de choses. Mais sinon, ils ont la maîtrise du ballon. C'est le Barça, etc. Mais bon, voilà, ils perdent sur un but. C'est pas non plus un première défaite scandale. De toute façon, il va en avoir d'autres défaites le reste de l'année. Avec l'effectif qu'il a, malheureusement, il peut avoir ça. Et puis, si la Dembélé qui vendange comme il a vendangé pendant le match, je sais pas. L'ADN Barça, là, qu'est-ce que c'est? Comment ça se passe? Non, parce que Dembélé, il fait 3-4 frappes où il dévisse ses frappes. Il en a 3-4 bonnes occasions. S'il les met au bout, voilà quoi. C'est pas mal. Parce que t'en as pensé. C'est pas le même match. Oui, non, c'est vrai. Alors, j'ai pas trouvé qu'ils avaient une maîtrise extraordinaire parce que dès qu'il y avait un contre, c'était très compliqué pour eux. Ils avaient de très grosses difficultés dans les transitions défensives. Mais effectivement, ils ont plus ou moins dominé le jeu. Heureusement quand même qu'ils dominent le jeu contre une équipe comme ça. Sinon, ce serait quand même dommage. Et puis à domicile aussi. Ouais, à domicile et tout. Donc non, ils dominent le jeu. Maintenant, c'est pas du tout fluide, leur jeu, très honnêtement. C'est pas du tout encore huilé. Je sais pas si ça pourra l'être parce que je suis pas sûr qu'il y ait toute la qualité qu'il faut pour ça. Mais bon, ils verront bien. Après, c'est vrai qu'ils ont aussi manqué de réussite, tu as raison, mais il n'y avait même pas que les occasions de Dembélé. Il y a eu des occasions sur corner, il y a eu des bonnes têtes qui sont passées juste au-dessus et tout. Donc, oui,
ils n'ont pas eu de réussite, ils ont pris un contre et ils l'ont payé un très beau contre d'ailleurs, très très beau contre qui a été très bien négocié parce que personne n'a craqué. Tu sais, le premier, celui qui avait la balle, il fait un bon crochet, l'autre il décale bien, le troisième et tout. Donc non, franchement un très beau contre. Et puis voilà, puis après les autres, ils se sont arc-boutés. Comme il n'y a pas vraiment de génie dans ce Barça, si tu es vraiment solidaire, que tu fais les efforts, en fait, ils n'arrivent pas à faire de décalage, quoi. Donc tu es tranquille. Il n'y a que Dembélé qui arrive à en faire. Mais bon, Dembélé, on sait bien que c'est courant alternatif, quoi. Tu vois, donc voilà, c'est tout ou rien. Puis c'est toujours pas s'il est droitier ou gaucher, donc ça aussi, ça. En partant de là, on peut pas aller bien loin. Là, j'ai revu une vidéo de Dembélé où on lui demande quels sont les deux joueurs, quel est le joueur qui t'inspire le plus, tu vois. Et le gars est perdu complet. Il ne connaît personne. Il connaît aucun joueur. Il regarde pas le Non, football. il regarde pas le foot. Et tu sais ce qui sort. Donc le gars est quand même ailier droit, super offensif et tout. Il te sort Fabien Barthez et Lilian Thuram. Mais au bout de 5 minutes où tu vois qu'il se galère pour trouver un nom, hein. C'est-à-dire que il se dit oh putain merde, il faut que je donne un nom d'un joueur de foot. Et Johnny au 20h, je sais pas si tu te souviens, avec Chazal qui lui demande c'est quoi son joueur préféré, et puis il dit Zazou. Zazou. Tout à fait. C'est exactement la même chose. C'est incroyable. Voilà. Ça m'a fait rêver, quoi. Je me suis dit, ce gars est un génie du foot. Dans l'interview, il lui demande s'il est droitier. Il dit ouais, mais je suis plus droitier. Et il dit ouais, mais tu tires les pénalités c'était quand tu étais du pied gauche. Il dit ouais, parce que je suis plus à l'aise du pied gauche. Lunaire. Ousmane Dembélé est lunaire. Ouais, il y a un QI football là, derrière. Il y a un gros QI football. Là, pour le coup, c'est totalement ça. D'autres résultats en Liga, l'Atlético qui s'est incliné face à Majorque. Ouais, tout à fait. 2-1, grosse surprise aussi pour les hommes de Simeone qui ont perdu le match dans les 10 dernières minutes. Mehdi ? Ouais, très honnêtement, l'Atlético est sur un fil depuis plusieurs semaines. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, Arnaud, mais moi, je les ai regardés particulièrement ces dernières semaines parce que je savais qu'on les rencontrait en Ligue des Champions et je voulais voir un petit peu si on avait une chance ou pas. C'est pour ça que j'estimais qu'on avait une chance avant le match. Et effectivement, en ce moment, ils sont pas bien. Et pourtant, je continue à dire qu'ils ont le meilleur effectif de Liga. Et de très très loin. Sur le papier. Ça fait 2-3 ans que ça dure. Hein. Mais ouais, c'est le meilleur effectif de Liga. Et Simeone, son discours, il passe plus, quoi, en fait. Parce que, enfin, je sais pas exactement ce que c'est, mais les joueurs ont l'air éreintés et c'est tout à l'arrache. Et puis, c'est normal que t'entends ça craque parce que tu vois bien qu'ils ont aucune maîtrise, en fait. Mais ils sont perdus. Je sais pas si tu te souviens, l'année dernière, Simeone, en début de saison, il dit qu'il veut faire un peu la révolution et qu'il en a marre de jouer défensif. Et on voit un Atlético un peu incroyable l'année dernière. Hein. Vraiment, c'est vrai. Surtout la première partie de saison, c'était vraiment dingue sur le niveau de jeu. Ça jouait plus du tout défensif. Et là, cette année, voilà, ils sont retombés dans les travers. Ils sont remis à jouer hyper défensif, bloc bas. Ça joue plus au foot, malgré le fait qu'ils justement ils ont recruté des joueurs pour pouvoir jouer au foot. Ouais. Et là, donc les joueurs, ils sont un peu perdus. Ça me fait penser un peu à la Juve où début de saison, Allegri dit oui, on va jouer bien au football, c'est fini, on joue pas à défensif. Et puis au final, il se remet à faire son bloc défensif dégueulasse. Et j'ai l'impression que c'est ce qui se passe. Et puis Diego Simeone, c'est incroyable. On l'aime tous cet entraîneur. Mais je pense qu'il a besoin de commencer un nouveau cycle dans une nouvelle équipe. Il a besoin de se reposer aussi, je pense. Je pense qu'il a besoin d'arrêter pendant 1 ou 2 années, de prendre un peu de recul et puis de repartir, parce que là, c'est trop. Ouais, mais tu sais, quand c'est ancré comme ça, regarde Allegri, tu vois, il disait qu'il avait changé, que le fait qu'il soit sans club et qu'il ait regardé le football mondial, ça avait changé sa philosophie de jeu. Je vais te dire, continue à regarder. Si tu as le moindre souci de sommeil, à un moment donné dans ta vie, tu regardes la Juventus et c'est bon, normalement. Tout devrait bien se passer. Vraiment, c'est soporifique. Je pense qu'Allegri est sponsorisé par Pfizer BioNTech. On ne sait pas trop. 2 autres résultats avant de passer sur la Ligue des Champions. Le FC Séville.
et le Real. Séville second au classement avec un Lucas Ocampos encore qui est décisif, qui reste à portée, qui garde le Real à portée de fusil avec toujours un match de retard sur le Real. Pour le moment, il y a 8 points de retard quand même, mais un match en Ouais. retard pour le FC Séville. Et effectivement, le Real qui est toujours leader avec le futur Ballon d'Or, bien entendu. On parle pas de Karim Benzema, mais du joueur Et de préféré. Vinicius. Exactement, le Vinicius. joueur Incroyable, préféré Vinicius. de Mehdi, Vinicius, qui ne s'arrête pas. Arnaud, ouais. Ouais, non, j'ai vu le match. Enfin, ça faisait quelques matchs que j'avais pas vu le Real, quelques temps que j'avais pas vu le Real. Et là, j'ai vu Vinicius. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait? Ils lui ont acheté un cerveau. Ils ont été. Ouais. Avant, mais- c'était Évolution, ouais. un poulet sans cervelle, tu vois, qui Ouais. cavalait, qui faisait tout le temps les mauvais choix. Je me souviens de l'année dernière quand Karim Benzema il pétait un câble contre Vinicius parce que quand il devait la passer, il tirait et quand il devait tirer, il passait. Donc, et là, on le voit faire des transversales. Ouais. C'est incroyable. Ça prouve que en fait, un entraîneur, en fait, il est pas. En fait, un entraîneur, il doit pas être joué, il doit pas être noté uniquement sur ses résultats. Il doit être aussi noté sur la façon dont il fait progresser ses joueurs. Et la façon dont Carlo Ancelotti a fait progresser Vinicius, c'est vraiment incroyable. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, au passage, non seulement il a fait un travail incroyable avec Vinicius, mais il est en train de faire quelque chose d'assez fou avec Jovic aussi, parce que donc Jovic est rentré vu que Karim s'est blessé, Oui, c'est blessé. et en l'occurrence, il fait quand même une passe décisive et il marque un but. C'est-à-dire que Jovic avait même oublié que c'était un joueur de foot. Très honnêtement, je pensais que c'était juste un DJ dans une boîte célèbre de Madrid. Hein. C'est tout. Alors, il a toujours pas le physique d'un footballeur. Ça va revenir peut-être. Je dis pas. Quand il est rentré, Je crois me qu'il suis va au dit, kebab avec Eden Hazard. Ouais, c'est possible. Ah, Et c'est vrai que non. C'est-à-dire que en revanche, Ancelotti a tiré un trait définitif sur Eden Hazard. Eden Hazard, il est même plus quand il fait rentrer quelqu'un à droite, c'est Rodrigo. Je sais pas si vous avez vu. Il fait plus du tout partie des plans, ouais. Ouais, je sais même pas s'il est habillé en survêtement sur le banc. Il est là, mais peut-être il est en chaussures de ville, tu sais, tranquille, quoi, posé. Le gars, On part de loin. Chelsea l'a vendu au bon moment, en tout cas. Bien Absolument. Bien joué aux dirigeants. Ah, le Real, londoniens. Le Real, Kaka. Toujours dans les bons coups. Eden Toujours Hazard. dans les bons coups. Ah, c'est quand tu essayes d'avoir toujours les stars, des fois, quand on te l'avance, ça veut dire que c'est déjà plus une star, en fait. C'est Sinon, vrai. on l'aurait gardé. Peut-être que Paris devrait en prendre de la graine aussi à ce niveau. Ah, ben clairement, hein, là, ils ont eu Messi, c'était pas forcément. C'est pas un c'est son cousin qui est venu. Hein. c'est pas un cadeau. C'était pas forcément un cadeau. C'est clair. Messieurs, on a terminé ce tour d'Europe. Ça y est, il nous reste une dizaine, quinzaine de minutes pour faire ce qu'on adore dans la 93e. Et c'est bien entendu des pronostics. La Ligue des Champions, les pronostics pour cette dernière journée de Ligue des Champions avant la phase finale qui aura lieu en 2022. On va prendre, comme on le dit souvent dans le football, les matchs les uns après les autres. Les uns après les autres, on va se dire Exactement. les choses. Et à vos petits calepins. L'important, c'est les 3 points. Tout à fait, Absolument. et encore plus lors de la 6e journée de Ligue des Champions, les matchs les uns après les autres. Et on commence avec le groupe du Paris Saint-Germain, demain à 18h45. Plus d'enjeux pour City ni le PSG qui sont premier et deuxième, bien évidemment. Par contre, finale opposée entre Leipzig et le Club Bruges qui se disputent la 3e, 4e place. Leipzig reçoit City, ça va très mal à Leipzig. Est-ce que on peut quand même décrocher une 3e place ou ça ira plutôt Club Bruges selon vous, messieurs? Arnaud. Je pense que Manchester, ils vont jouer le match à fond, comme ils ont l'habitude de le faire. Je vois pas Guardiola. Je pense que Guardiola, il va faire tourner un petit peu, parce que vu la concurrence qu'il y a en première ligue, et puis là, c'est l'hiver, etc., je pense qu'il va faire tourner. Mais je vois Manchester City, passer, enfin gagner. Hein. City gagner. City gagné aussi pour Mehdi. Ouais. Ah, quand tu vois le banc de Manchester City, oui, c'est pas très grave s'il fait tourner en fait. Et d'ailleurs, on n'a pas parlé
on n'a pas parlé d'un joueur extraordinaire en ce moment à City, c'est Bernardo Silva. Bernardo Silva, en ce moment, il est stratosphérique. Bon, moi, j'adore ce joueur. C'est vraiment un joueur que je kiffe de fou, quoi. Mais à un moment donné, on a parlé de lui à Milan cet été, ce qui était impossible vu son salaire. Hein. Mais il gagne 9 millions d'euros par an, je crois. Mais effectivement, là, en ce moment, oui, un petit peu moins, quoi, depuis. Mais effectivement, c'est incroyable le niveau qu'il a en ce moment. Donc s'il joue déjà, bon bah voilà, c'est fini. Allez, victoire de City à Leipzig pour tous les deux. Le match du Paris Saint-Germain qui reçoit le Club Bruges. À savoir que Leipzig et le Club Bruges sont à égalité. Si les deux équipes perdent, c'est Leipzig qui passe. Donc, que pensez-vous de ces derniers matchs pour le Paris Saint-Germain face au Club Bruges? Je pense que Bruges, ils vont jouer le match à fond. Ouais. Pour au moins être basculés en Ligue Europa ou en Conference League. Je ne sais plus comment ça se passe. Ligue Europa. Ligue Europa, donc je pense qu'ils vont jouer le match à fond. Je pense que Paris va se faire rentrer dedans à domicile. Ouais. Et avec certains supporters du Paris Saint-Germain, on espère une défaite à domicile pour un choc psychologique et un départ de notre cher Argentin. Ok. Voilà, Zidane, avec Arsène Wenger dans le. Je balance des petits trucs comme ça rapidement à la fin du podcast. Mais tu sais que d'ailleurs, oui, on n'a pas parlé de Zizou, mais Zizou, je pense qu'il viendra au Paris Saint-Germain que si vraiment il a les pleins pouvoirs. Ce qui manque à tous les entraîneurs précédents Zizou. Ça peut arriver avec Zizou. En l'occurrence, parce qu'il a la légitimité et plein d'autres choses qui plaisent aux Qataris. Donc pourquoi pas. Mais en tous les cas, je pense effectivement, je vois un match nul moi, entre Bruges et Paris. Quand même un point pour le Club Bruges qui se qualifierait donc pour l'Europa League. Ouais. Ok, très bien. Groupe B, groupe intéressant pour Mehdi. Liverpool est leader. Et là, par contre, là, il y a une grande finale à 3 entre Porto. Là, faut sortir les calculettes. Hein. Porto, l'AC Milan et l'Atlético. On va venir sur l'AC Milan-Liverpool. On va commencer par Porto-Atlético. Alors, si mes calculs sont exacts, qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe? Ce que j'aimerais bien, moi, c'est un match nul. Voilà. Match nul, ce serait parfait. Là, je ne parle pas en termes de est-ce que c'est ça qui va se passer ou pas, mais j'aimerais bien un match nul. Voilà. Un match nul, ce serait très bien. Une victoire du Milan de l'autre côté. Et puis voilà. Et puis on est en 8e de finale de Ligue des Champions et on prend les 30 patates. Parce que c'est ça qui est important. C'est les patates. C'est pas, on va pas gagner avec des champions, ça on sait très bien. Mais on veut les patates. Pour que l'année prochaine, on ait Bernardo Silva cette fois-ci. Très bien, des patates pour l'AC Milan et pour Mehdi. Objectivement, Arnaud, que penses-tu de Porto-Atlético? Porto, je pense que je vois plus Porto passer. On voit Mehdi grimacer. Parce que bien, si Porto gagne ce match, Porto est automatiquement qualifié pour les 8e de finale de Ligue des Champions. En fait, il faut que soit l'Atlético gagne, soit... Enfin, en gros, il ne faut pas que Porto gagne. Exactement. Et il faut gagner de l'autre côté. Et il faut que Milan gagne. Et il faut gagner de l'autre côté. Effectivement, l'AC Milan reçoit Liverpool et on aura deux spéciales, deux envoyés de reporters envoyés spéciaux à San Siro en la personne de Mehdi et Ludo. Je ne vais pas te demander ton pronostic Mehdi, mais Arnaud, pareil, objectivement, entre l'AC Milan et Liverpool, que penses-tu? Alors, Liverpool Z, hein, attention. Mehdi, je ne veux pas. Je pense que Salah, il va faire très très mal demain. Il va faire très très mal. Je pense que ça va être très très compliqué pour l'AC Milan de gagner contre Liverpool. La seule chance qu'il peut y avoir, c'est que, étant donné qu'ils ont 15 points, qu'ils ont 10 points d'avance sur Porto, ils peuvent faire tourner l'équipe et en se disant, je sais pas, ce qui serait intéressant de regarder, c'est quel est le prochain match de Liverpool en championnat. Et en fonction de ça, on peut se dire, tiens, est-ce qu'ils vont faire tourner ou est-ce qu'ils vont pas faire tourner? Alors, moi, je te donne une information. Liverpool joue au mois de décembre. Devine combien de matchs? 7 matchs. 9.
9 matchs. Voilà. 9 matchs. Donc, en fait, Ton salut se situe peut-être là-dessus. c'est ça le truc, c'est que je sais qu'il va faire tourner tout le monde. Mais il a dit que Van Dijk allait être titulaire et Salah allait être titulaire. Alors, c'est pas parce qu'ils sont titulaires qu'ils vont jouer tout le match. Enfin, Van Dijk, je pense que si, parce que lui, il a plus besoin de rythme qu'autre chose, parce que très clairement, c'est son frère pour l'instant qui est sur le terrain. Donc voilà. Mais Salah, je pense qu'en première mi-temps, hop là, à la mi-temps, je pense qu'il va sortir. Mais bon, si c'est pour faire rentrer Mané, c'est pas non plus mieux, en fait. Donc, C'est vrai. Mais voilà. dis demain, tu pourras passer par toutes les émotions, à savoir potentiellement une qualification Ligue des Champions, une qualification Europa League ou rien du tout. Ou rien. Ou que dalle. Voilà. Que dalle, les collègues. Donc, Dédicace. on verra comment Il le saura jamais, mais c'est. Bah non, il le saura jamais. Mais on verra comment on te pense pas retrouve après ce match à San Siro. Il y a Joël qui nous dit Liverpool va aligner Minamino. Donc même si Liverpool fait tourner avec Salah et Minamino, c'est quand même pas gagné. Non, attends, respecte-nous quand même. Oui. Minamino, quoi. Oui. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Diogo Le problème, oui, Diogo Jota, ça c'est plus embêtant. Mais le problème, c'est que, et je pense qu'il va faire jouer Firmino aussi. Firmino, il a quasi plus de temps de jeu, très honnêtement. Mais le gros Allez, très souci vite, pour Mehdi. nous, c'est que on a Giroud qui est blessé, on a Leao qui est blessé, on a Davide Calabria qui est blessé. Bien sûr, on est l'AC Milan, donc on a toujours à peu près une dizaine de blessés, ce qui fait qu'on va avoir une ligne d'attaque avec Ibrahimovic, mais normalement il peut pas jouer 90 minutes. Et la ligne de 3 derrière lui, ça va être Krunic, Brahim Diaz et Salemakers ou Messias. Donc on verra. Mais ça va pas être génial quand même. Ça va pas être fantastique. Effectivement, Donc, voilà. on verra ça, bien entendu. La semaine prochaine, on débriefera les finales de cette 6e journée. Messieurs, groupe C, groupe de l'Ajax qui a aussi 15 points, qui a fait un sans faute. L'Ajax qui reçoit, si je ne dis pas de bêtises, le Sporting Portugal, qui est, je ne sais pas, mais peut-être déjà qualifié. Parce Sporting, non. Oui. Dortmund Oui. est à 6 points, j'ai pas les résultats des. Mais ils sont à moins 6 de différence de but, alors que le Mais c'est la Sporting, ils différence sont de à but, plus 4. c'est la Donc, il différence de faudrait but que- particulière. Donc il faut voir les résultats des rencontres. Mais c'est le Sporting qui est déjà qualifié. Donc pas d'enjeu pour l'Ajax et le Sporting. Et Dortmund qui finira 3e. Donc je pense qu'on peut passer ce groupe qui est déjà décidé. Groupe D par contre, et là ça va t'intéresser Mehdi aussi, parce que c'est le groupe du Real et de l'Inter qui sont aussi tous les deux qualifiés. Par contre, on ne sait pas qui va finir premier, et là il y a réellement une finale, parce que les deux jouent l'un contre l'autre demain à 21h. Le Real reçoit l'Inter. Ça promet d'être un très beau match entre les deux équipes qui sont en pleine bourre. Mehdi, qu'en penses-tu? Je pense que c'est l'Inter qui va gagner. Alors Benzema n'est pas là, donc Mais il y a Vinicius. très clairement, oui, c'est vrai, il y a Vinicius, mais Vinicius quand même, ça marque bien contre les équipes de Liga, mais il faut quand même pas déconner. Donc voilà. Donc je pense que non, j'ai bien l'impression que eux ils sont taqués, l'Inter. D'ailleurs, en parlant de ça, ils parlent déjà d'une prolongation de Simone Inzaghi, voilà. Donc, et d'une augmentation de salaire de 4 à 6 millions d'euros, parce qu'ils sont absolument ravis du travail de Inzaghi. Et c'est vrai d'ailleurs, en 4 mois, tu as l'impression qu'il n'y a pas eu de changement, en fait. Ou si même qu'ils se sont améliorés. Donc victoire pour Mehdi, victoire aussi pour Joël dans les commentaires. Arnaud? Ouais, moi aussi je vois l'Inter gagner. Au minimum, en tout cas, l'Inter ne perd pas À Madrid. Real. À Madrid, Ok. sachant que Benzema il est blessé, mais apparemment il serait de retour pour le derby, puisqu'il y a le derby ce week-end contre l'Atlético. Ok, très bien. Vinicius versus Dumfries, ça promet, effectivement, Joël dans les commentaires qui nous dit ça. Ça risque d'aller très vite et d'avoir des très beaux contacts. On va pas faire Sheriff Tiraspol contre Shakhtar. Par contre, le Sheriff sera reversé en Europa League. Et ça, pour une équipe moldave, c'est quand même super bien. Pas mal, effectivement. Je tiens à le dire. Ça veut dire qu'ils seront en Europa League, Oui. mais que l'OM sera en Conference League. Groupe E. Groupe E, groupe du Bayern qui est déjà assuré d'être premier.
Par contre, on a une bataille pour la deuxième place entre le FC Barcelone et le Benfica. Benfica. Et là, Normalement, la bataille était réglée la semaine dernière. Hein. Si Seferovic fait ce qu'il faut, oui, c'est réglé. Mais là, je c'est sais pas pas le pourquoi cas, il a décidé justement. de mettre une semelle à con. Benfica reçoit Kiev, Kiev qui est bon dernier, et le Bayern reçoit le Barça à huis clos. Euh, est-ce que Benfica va éliminer le FC Barcelone, Arnaud? La facture, Oui. la facture. Oui, je pense qu'il y aura plus de représentants d'équipes espagnoles en Ligue Europa et en Conference League qu'en Ligue des Champions Ouais. en février. C'est ce que j'ai l'impression. Je pense que le Bayern va étriller le Barça. Par contre, je ne savais pas qui jouait à huis clos. Qu'est-ce qui se passait? Alors, c'est à cause Bah, en du fait, couvre-feu. couvre-feu. Ouais. À 22h en Allemagne, et ce qui fait que comme les matchs de Ligue des Champions commencent à 21h, le match pourrait pas se terminer avec les supporters. Et puis surtout, il y a la facture. D'ailleurs, Müller l'a dit là, il y a le Ballon d'Or de Léo Messi. Et en fait, ils vont présenter, le Bayern va présenter la facture au Barça là. Ils ont dit la meilleure façon de prouver qu'on était les meilleurs et que Lewandowski méritait le Ballon d'Or, c'est de gagner la Ligue des Champions cette année encore. Et on va commencer avec le Barça. La prochaine étape, c'est le FC Barcelone. Donc je pense qu'ils vont les atomiser. Et très clairement, Benfica a les moyens de rivaliser avec Kiev. Donc victoire du Benfica et victoire du Bayern pour tous les deux, j'imagine. Ouais. Très bien. Le Pas de bébé. surprise jusque-là. Le groupe F, groupe de Manchester United. Et là, pareil, il y a beaucoup de suspense. United qui reçoit IB, donc les Young Boys de Berne. Et Atalanta Villarreal. Et l'Atalanta qui joue contre Villarreal. Effectivement, ça sera un match mercredi à 21h pour les deux équipes. Qu'en pensez-vous, Arnaud? Manchester, évidemment. Je pense que Ronaldo il va encore marquer pour repousser encore plus le record de buts en Ligue des Champions. Et puis Bergame qui est en forme, qui va battre facilement Villarreal. Donc United et la DA. Facilement, non, j'exagère, mais en tout cas. Mehdi, est-ce que tu es d'accord avec ça ou tu vois autre chose? Ouais, je suis d'accord avec ça, et je remarque que Joël est pire que moi avec la Serie A, parce que là, il est en train de regarder Cagliari-Torino. Effectivement, il est en train de but commenter. à 0 pour le Torino avec un but de Sanabria. Respect Jojo. Parce qu'il a regardé un lundi soir Cagliari-Torino, faut y aller. Franchement, respect. Victoire de la DA, 2-1 mercredi face à Villarreal. Mehdi, tu m'as dit oui, d'accord pour les deux. Hein. Ouais, pareil. D'accord, très bien. Il nous reste deux groupes. Très rapidement, dans le temps additionnel, ça fait 1h32 qu'on est en live. Le groupe G avec Lille, qui est leader de son groupe devant Salzbourg. Et ça se suit 8 points, 7 points, 6 points, 5 points. Lille, Salzbourg, Séville et Wolfsburg. Lille qui se déplace à Wolfsburg, dernier du groupe. Et Salzbourg qui reçoit Séville. Premier match donc, Wolfsburg-Lille. Arnaud? Victoire de Lille. Victoire de Lille à Wolfsburg. Mehdi? En tout cas, c'est la victoire que j'ai envie de voir, une équipe française qui gaze. Moi, je pense à un match nul. Et d'ailleurs, si David nous écoute, c'est vrai que là, a priori, Benfica et le Sporting ont des chances de se qualifier. Donc le Sporting, c'est déjà fait. Et Benfica peut se qualifier quand même. Et on disait qu'à la fin de la saison, on ferait les comptes sur le classement UEFA. Et là, j'ai bien l'impression que Lille va pas passer. Effectivement, pourquoi pas. Donc match nul pour toi, Mehdi, pour Lille à Wolfsburg. Et le deuxième match, c'était Salzbourg-Séville. Mehdi, toujours? Allez, Salzbourg. C'est la meilleure équipe du groupe, Salzbourg. Meilleure équipe du groupe. Ouais. Okay. Celle qui a montré le plus de choses. Ok, très bien. Arnaud? Comme Mehdi. Je suis d'accord avec Mehdi. C'est bien, j'espère que vous allez noter dans les commentaires, parce que là, on n'a pas de surprise. Les deux sont d'accord. Donc ça, on aurait dû faire un Survivor. Ouais, exactement. Voilà. C'est clair. Exactement. Et le dernier groupe entre Zenit, Chelsea, Juve et Malmö. Chelsea. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Chelsea et la Juve sont déjà qualifiés. Ça n'a pas l'air d'être.
Ouais, voilà. Et puis je pense qu'ils vont gagner les 2 matchs. Donc il va y avoir des matchs nuls. Est-ce que pour toi, Chelsea gagne à Saint-Pétersbourg et la Juve qui reçoit Malmö gagnera aussi, Mehdi? Ouais, je pense. Ouais. Arnaud, est-ce que tu es d'accord avec ça? Ouais, il n'y a plus trop d'enjeux. Hein. Ce qui voudrait dire que Chelsea finira premier du groupe et la Juve deuxième. Ouais. Pourquoi pas. Ok, bon bah écoutez, vous avez été plus ou moins d'accord sur ces pronostics. On fera les comptes la semaine prochaine, bien entendu. Il y a de l'Europa League, hein, mais on va pas en parler, bien entendu. Ça nous fait déjà beaucoup trop de mal de parler d'Europa League et de Conference League. Non, et puis pour l'instant, on en est au niveau de l'Europa League où on ne sait pas prononcer tous les noms des clubs. Donc, on attend tranquille, on attend les 8e. Conference League. Ah ouais, en Conference League, c'est du braille. Ah, mais clairement, non, mais c'est clair. Donc, mais on peut pas les énoncer dans un podcast. Citer les clubs d'Europa League et de Conference League, ça donne rien. C'est pas possible. C'est beaucoup trop compliqué. Ah, mais à noter par contre qu'il y a un Tottenham-Rennes lors de cette dernière journée en Conference League. En revanche, ça pourrait être très très sympa, et d'ailleurs je vais en parler aux spécialistes, mais un podcast sur l'orthophonie avec les clubs d'Europa League et de Conference League. Ça oui, ça en revanche, beaucoup mieux. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Bon messieurs, je pense qu'on a tout dit. On a fait un bon tour d'Europe, on a fait nos pronostics pour la Ligue des Champions. Est-ce que vous voulez un dernier mot peut-être pour nos auditeurs qui nous écoutent, soit en live, soit en différé sur les podcasts ou sur YouTube, Arnaud? En tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir de vous avoir aujourd'hui, d'avoir pu partager toutes ces infos, que ce soit sur le Paris Saint-Germain, que ce soit sur les autres clubs et les autres championnats. Comme vous savez, je suis à la maison encore pendant quelques temps, donc si vous avez envie qu'on débriefe la Ligue des Champions la semaine prochaine, c'est avec plaisir que je participerai à nouveau au podcast. Et puis en tout cas, merci en tout cas de m'avoir accueilli ce soir pour partager cette passion qu'on a tous en commun, qui est le football, parce que c'est vraiment incroyable. Tu reviens quand tu veux, bien entendu, et prépare une date pour le prochain quiz de la 93e, parce que mon petit doigt me dit que tu vas peut-être recevoir un message pour d'invitation effectivement pour le deuxième challenge et le deuxième quiz. Mehdi, bon voyage déjà, laisse-moi parler. Merci, c'est gentil. Vas-y, un dernier mot, Mehdi, ouais. Oui, pour cette fin d'année, ce mois de décembre, là, c'est un peu la saison des fêtes. Et nous, à la 93e, on a décidé aussi que c'était un petit peu la fête. Donc, en plus d'Arnaud, qui reviendra peut-être la semaine prochaine et qui est venu cette semaine, on aura des invités tout au long de la semaine, tout au long du mois, normalement. C'est en train de s'organiser petit à petit. Alors, pour l'instant, on vous en dit pas trop, mais pas plus. Mais on va avoir des invités assez intéressants pour parler de foot. Donc voilà. Et puis, oui, j'espère que la semaine prochaine, je reviendrai avec 30 patates. C'est ça, c'est les patates. Messieurs, merci d'avoir participé en ce lundi 6 décembre à un nouvel épisode de la 93e. N'hésitez pas à repartager, à liker les vidéos sur YouTube, à nous réécouter sur toutes les plateformes de streaming audio. La 93e est partout. Merci à tous pour votre soutien. On vous souhaite une très belle soirée, une très belle semaine de Ligue des Champions, d'Europa League ou de Conference League. Et on se retrouve la semaine prochaine. C'était la 93e. Ciao tout le monde. Ciao les gars, ciao.